Salut les Herpers, salut à tous qui nous regardez, c'est ce que je voulais dire, exactement, qui êtes avec nous ce soir, vous qui avez survécu au coronavirus et qui, pour ne pas l'attraper, n'allez pas dans les bars, n'avez plus de vie sociale et donc du coup vous restez chez vous devant votre ordinateur ou votre télé avec nous à regarder Herp World. Ce soir l'émission du mois de mars avec... on a le plaisir de recevoir, on vous a fait un petit teaser, un invité de marque, le docteur Olivier Marquis, le curateur du Zoo de Paris qui est avec nous ce soir. Nous l'accueillons, c'est parti, il est là, oui bravo Olivier Marquis, passe par là, par l'entrée des artistes. Par la jungle. Par la jungle, mais comme d'habitude, salut, ça va? Salut Olivier. Vas-y, je t'en prie, vas-y, on sait jamais si on se monte notre cul ou notre télé. Hein? Salut Olivier. Salut. Et voilà, il est avec nous. Alors, beaucoup d'entre vous le connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas Olivier, donc on va vous le présenter et il va nous expliquer ce qu'il fait dans la vie. Hein. Donc Olivier Marquis, donc ici présent, est le responsable des reptiles amphibiens au zoo de Paris, donc anciennement le zoo de Vincennes. C'est ça. Tu es à la base un docteur en biologie. C'est ça, exactement. Biologiste. Et tu as aussi un terrariophile de longue date, puisque tu élèves des serpents et toutes sortes de reptiles depuis très longtemps. Exactement. Et tu as fait un passage aussi à la ferme tropicale en tant que formateur. C'est ça, exactement. Pour le centre de formation, pour les diverses formations, certificats de capacité et tout ça. C'est ça, c'est moi qui l'ai mis en place. Exactement, oui, c'est carrément toi qui l'avais mis en place en fait. Exactement, qui avait fait tous les protocoles. Donc voilà, en gros, Olivier Marquis, il est là depuis longtemps, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience à la fois sur le terrain, on va voir ça ce soir, et en captivité, à la fois en tant que terrariophile, mais aussi dans ton rôle dans le zoo. Donc explique-nous un petit peu quel est ton rôle au zoo de Paris, parce qu'on avait une question qui concernait ça, justement. On avait une question de Victor Cavelier qui nous demandait en fait quel était, en tant que responsable de la collection reptiles et amphibiens du zoo de Paris, comment tu gères le choix des espèces qui sont exposées et quelle latitude as-tu sur le choix des animaux présents dans le zoo? Alors effectivement, moi j'ai un métier un peu bizarre parce que ça rentre pas vraiment dans les cases. C'est-à-dire que déjà le fait d'être biologiste et de travailler dans un zoo, en France, c'est pas forcément un profil super courant. Dans les pays anglo-saxons, beaucoup plus. Mais en général, dans les zoos, c'est plutôt les vétérinaires qui sont présents. Et donc moi je suis un peu un ovni là-dedans, et en plus sur ma spécialité c'est encore pire parce que je pense que je dois être à peu près seul à faire ce genre de choses. Et donc effectivement dans mon boulot j'ai trois parties. Je vais répondre à la question mais je vais essayer d'aller vite. La première partie c'est d'assurer le bien-être des animaux qui sont en captivité au zoo. C'est-à-dire que je fournis aux soigneurs, donc aux gens qui vont s'occuper physiquement des animaux, toutes les consignes, les protocoles et les directives pour s'occuper correctement des animaux. La deuxième partie, c'est effectivement gérer les arrivées et les départs. Quand je cherche une nouvelle espèce, eh bien, je contacte mes collègues partout ailleurs en Europe ou en France pour essayer de faire venir des animaux. D'autres zoos. D'autres zoos, exactement. Donc on fonctionne uniquement effectivement entre zoos. Hein. Vous ne prenez pas aux zoo de Paris d'animaux qui viennent du secteur privé, on va dire. Ça peut arriver. D'accord. Ça peut arriver de faire des collaborations avec des privés. En tout cas, on ne prend pas d'animaux qui viennent de la nature, ça c'est sûr. C'est une règle. Donc effectivement, voilà, c'est faire venir des animaux. Et donc pour répondre à la question, le choix des animaux, il faut prendre en compte différents paramètres. Donc le parc zoologique de Paris, c'est un établissement du Muséum d'histoire naturelle. Exactement. Et donc à ce titre, on a une vocation, alors comme tous les zoos normalement, mais encore plus marquée chez nous avec cette identité muséum, on a cette vocation de faire de la pédagogie, de la recherche et de la conservation, puisque ça fait partie des missions du Muséum d'histoire naturelle. Et donc les espèces qu'on va choisir au zoo, et donc j'ai effectivement une relative autonomie dans le choix des espèces, doivent répondre à un objectif soit pédagogique, c'est-à-dire que ça peut être des espèces qui effectivement ne sont pas en danger particulièrement, mais qui ont des particularités biologiques, écologiques, des rôles dans l'environnement sur lesquels on va communiquer au public, donc il y a un intérêt pédagogique pour ces espèces-là. Y compris de la faune locale, donc de la faune française, pour sensibiliser le public au niveau de la faune française. Exactement. Par exemple, on présente de la vipère aspic et de la vipère péliade au zoo, ce qui permet aux gens de voir physiquement
les deux vipères françaises les plus courantes en France métropolitaine. Voilà, quand on la voit, en fait, on ne peut plus après la confondre avec une couleuvre ou autre chose. Voilà, et puis démystifier un peu et voir que finalement, bon, c'est un animal qui est plutôt petit, qui est plutôt entre guillemets inoffensif dans l'absolu. Qui est intéressant aussi à présenter à un public plutôt citadin, si tu es sûr. Oui, voilà, c'est vrai que oui, c'est sûr que tu n'as pas trop l'occasion quand tu es parisien pur. Bah, bien que pas très loin de Paris, si on va sur Fontainebleau ou des choses comme ça, on peut trouver des spots à vipères et faire du herping, puisque tu organisais parfois des sorties. Ouais, on a fait ça, ouais, bien sûr. Donc, ok. Donc ça, c'est la deuxième partie. Donc, oui, bon, pour finir avec la question, donc le choix des espèces, c'est soit des espèces qui ont un intérêt pédagogique, soit des espèces qui peuvent avoir un intérêt pour la recherche ou pour la conservation. Donc des espèces un peu moins courantes en captivité ou sur lesquelles on va mettre en place des programmes de recherche ou de conservation. Et donc ton métier consiste aussi à aller sur le terrain. C'est ça, donc ça c'est donc la deuxième partie du métier, c'est les arrivées, les départs des animaux et donc le choix des espèces. Et la troisième partie du métier, c'est toute l'activité de recherche et de conservation que le zoo me permet de réaliser. Et ça c'est une chance de pouvoir réaliser ce genre de choses. Et donc je fais la recherche en captivité, parce que la captivité c'est aussi un outil pour la recherche. Très important, il ne faut pas l'oublier. C'est ça, parce qu'on peut faire des observations en captivité qu'on ne pourra jamais faire dans la nature. Exactement. Et j'ai la chance aussi de pouvoir en pratiquer aussi sur le terrain. Exactement, et c'est pour ça que Olivier nous a fait vraiment la gentillesse de venir ce soir. Hein, je vous le dis, les Herpers, c'est vraiment une chance de l'avoir avec nous, parce qu'en plus là c'est le Olivier Marquis World Tour en ce moment. C'est vrai que tu voyages beaucoup partout dans le monde, donc c'est pas facile de l'avoir avec nous, donc et c'est super cool qu'il vienne passer un moment avec nous le soir comme ça, parce que voilà, il a plein de choses à dire et c'est vraiment excellent. Et surtout, quand on se voit entre nous, on parle souvent de comment ça se passe les animaux en captivité, on échange sur ce qu'ils voient sur le terrain, le biotope, les micro-habitats et tout ça, pour arriver à améliorer en fait les conditions d'élevage en captivité et les résultats de reproduction. Et souvent, on parle de la notion de microclimat, micro-habitat, qui est une notion qui est assez peu courante en terrariophilie, qui est très importante pour trouver une bonne stratégie d'élevage en captivité, et puis surtout savoir comment les animaux vivent vraiment en fait. Et donc Olivier, ce soir on a décidé de parler pas mal de ça. Donc on va prendre le temps pour le faire. Et donc avant toute chose, on va commencer par le Herp Market. Ouais. Donc aujourd'hui, on a notre sponsor pour le show Zoo Exotique. Merci à eux. Ouais. Voilà, une boîte française qui a mis au point des livres journaux électroniques en fait, donc en ligne. Dimitri ici présent, Maître Dims va nous expliquer tout ça. Deux concepts, Zoobook et Zootrack. Ouais. Alors explique-nous Dimitri. Donc, on a deux produits donc, qui sont créés par Zoo Exotique, donc Zoobook et Zootrack. Zoobook qui est tout d'abord en fait un registre des animaux donc, en ligne, donc en fait qui va vous permettre de gérer vos entrées et sorties d'animaux. Donc ce qui est même obligatoire quand on a des animaux. Alors attention. On va y revenir parce que Olivier connaît aussi vachement bien la législation, donc il peut vous en parler. Donc en fait, les livres d'entrée et sortie des animaux non domestiques, donc c'est des registres qui sont faits vraiment pour la faune sauvage captive, mais qui ne concernent pas tout le monde. Non. Voilà, donc vas-y Olivier, explique-nous en fait qui ça concerne, qui doit avoir des registres. Alors, les personnes qui doivent avoir des registres sont les personnes qui ont des établissements d'élevage au sens réglementaire du terme, c'est-à-dire qui ont des espèces qui sont soumises à certificat de capacité. Voilà. Et en l'occurrence, plus exactement, les espèces qui doivent apparaître sur les registres sont les espèces, pas du tout les espèces dangereuses, les espèces de la faune française, de la faune de Guyane et toutes les espèces inscrites à la CITES. Voilà, toutes les espèces concernées par la Convention de Washington, donc doivent être inscrites sur ces registres. Et quand on dit un établissement d'élevage, c'est chez vous, votre pièce d'élevage. Si vous êtes capacitaire, vous avez forcément une autorisation d'ouverture pour votre appartement, par exemple. Et ça, c'est un établissement. Et vous devez avoir un registre qui dit que vous avez tant d'animaux qui sont rentrés à telle date et qui sont sortis à telle date. Et ça, c'est vraiment quelque chose c'est un cadre très comment on va dire, encadré, on va dire.
en fait, on ne peut pas le faire sur n'importe quoi. On pouvait le faire à l'époque, on peut toujours le faire sur des registres papier. Donc c'est des vrais livres journaux officiels, on ne peut pas le faire sur un cahier par exemple. C'est des supports en fait qui doivent être validés par le ministère. Voilà, donc en fait il faut mettre un animal. En gros, souvent un animal par ligne, c'est assez compliqué à gérer, surtout si vous avez beaucoup d'animaux et beaucoup de mouvements. Donc le fait de les avoir sur un logiciel, digitalisé, c'est beaucoup moins contraignant. Ça permet de rien perdre. Puisque si vous avez ou après sur le cloud, donc si vous avez un incendie, vous ne perdez pas. Voilà. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui un outil qui est pour les gens qui ont déjà un certain nombre d'animaux, enfin en tout cas qui sont capacitaires, souvent en général ça va avec. Donc ça ne concerne pas tout le monde. Et après il y a un autre produit qui s'appelle Zotrax qui là par contre peut concerner tous les gens qui ont des reptiles. Zotrax va concerner la plupart des possesseurs de reptiles parce que Zotrax ça va vous permettre en fait de gérer votre élevage en fait tout simplement sur le nourrissage et le suivi de votre élevage. Donc pour les anciens thériophiles qui fonctionnent avec des petites fiches Bristol ou d'autres moyens de noter en fait le nourrissage, les mues, les reproductions, ce qui était très très bien. Oui. Là Zotrax ça vous permet en fait de faire ça sur votre ordinateur et d'avoir quelque chose de plus rapide et plus synthétique on va dire. Si en plus ça vous permet aussi d'extraire toutes ces données et donc du coup de générer des graphiques, des courbes qui vont vous permettre de voir en fait facilement la courbe de croissance de votre animal, courbe de poids, les etc. nus, les proies, donc vous pouvez aussi notifier donc, quel type de proie elle a mangé, la taille, le poids, etc. Donc c'est assez intéressant pour pouvoir suivre tout ça dans le temps et aussi générer en fait ces fiches de suivi si par exemple les animaux transitent ou des choses comme ça, ça peut être assez donc, cool. C'est vraiment deux outils vraiment super importants et qui peuvent vraiment vous aider. Ouais. Donc nous on est passé sur cette solution pour nos livres journaux et on est très contents. Donc c'est pour ça on a fait un partenariat avec The Exotic qui nous ont suivis et qui vont continuer à améliorer leur formule puisque là c'est le démarrage. Je sais que vous, au zoo, vous allez utiliser aussi ce genre de formule, peut-être. Ouais, c'est ça. En tout cas, vous cherchez. On cherche. Enfin, en tout cas, on a. Comment dire, on est vachement intéressé par la solution. Alors, voilà. Après, on a d'autres solutions parce que dans les zoos, on a des modalités de gestion un peu particulières parce qu'on a une base de données européenne. Oui. Donc voilà. Mais juste une précision, en fait, la tenue des registres informatiques, c'est un truc qui est maintenant autorisé par la réglementation et qui ne l'était pas avant l'arrêté du 8 octobre. Enfin, on pouvait, mais c'était dérogatoire. C'est-à-dire que la méthode avant le 8 octobre 2018, c'était vraiment la méthode obligatoire, c'était les livres journaux. Et si on voulait opter pour une solution informatique, il fallait d'abord l'accord de sa DDPP. Voilà. C'était une dérogation. Maintenant, la tenue des registres informatiques, c'est quelque chose qui est tout à fait autorisé, pourvu qu'elle soit infalsifiable ou transmettre régulièrement à la DDPP. C'est ce que permet aussi The Book qui du coup vous garantit en fait une sécurité sur vos données et qui reste vraiment personnelle. Et vous pouvez demander au logiciel d'envoyer systématiquement tous les trimestres par exemple une copie de vos livres journaux à votre DDPP, ce qui normalement est la chose qui doit être faite. On doit communiquer avec sa DDPP régulièrement l'état des livres journaux. Donc ça c'est vraiment bien. Et pour ceux qui, comme nous, utilisaient déjà une solution en ligne, nous on utilisait Ericae, donc c'était un Français aussi qui avait mis ça au point, qui aujourd'hui malheureusement n'est plus parmi nous et qui, cette solution Ericae est totalement tombée en désuétude. Donc sachez que si vous utilisiez Ericae, vous pouvez extraire les fichiers d'Ericae pour les mettre dans cette solution. Il suffit de contacter The Book en fait sur leur adresse contact et ils se chargent de tout vous retranscrire sur leur solution à eux. Voilà, et comme c'était notre partenaire, comme on vous l'avait dit dans le teaser, on a fait un concours et on vous fait gagner ce soir 3 abonnements à The Book et 3 abonnements à Zotrax. Voilà, un abonnement, donc tu expliqueras en plus en détail. Voilà, et on va donner les gagnants. Merci d'ailleurs d'avoir beaucoup partagé le teaser. Merci à vous les gars. A beaucoup tourné, donc merci à vous. Voilà, c'est super cool. Vous avez vraiment joué le jeu. Donc on donnera les gagnants à la fin de l'émission. Donc on va passer directement à ce qui nous intéresse, le pactole, le Herp of the Month, donc l'animal du mois. Et donc on a choisi un animal qui allait plaire aussi à Olivier, puisqu'Olivier est un gros fan de boïdés, de pythons et de boa, puisque tu élèves des Morelia viridis, que tu reproduis depuis longtemps d'ailleurs, des Léopython albertisi, des pythons curtus aussi. Voilà, oui, c'est vrai.
Tout à fait, donc c'est bien, tu étais rentré dans le club des petits gros. Et donc des Jacksoni aussi, des caméléons, ouais. Et des Trazops aussi. Trazops Jacksoni, ouais. Voilà, ouais. donc super. Et donc aujourd'hui, on a choisi un animal mythique, un python australien qui est vraiment à part de tous les pythons australiens, qui est le python diamant. Donc on va vous montrer des spécimens. L'assistante du soir. L'assistant. Donc en plus vous avez de la chance parce qu'on va pouvoir vous montrer les 3 stades. Un juvénile de 2019, un animal, donc un yearling de 2018 qui a déjà fait son changement autogénique et un animal adulte. Donc pour que vous puissiez voir à quel point ces animaux sont magnifiques. Donc on va vous en parler ce soir. Je pense que ça méritera une autre vidéo que je souhaite faire dans les mois à venir, un petit peu plus pointue sur les Morélias, parce que vous êtes beaucoup à me poser des questions sur ces animaux. Et c'est vrai que je les adore, j'en ai élevé beaucoup et je continue à en élever. Et j'avais eu la chance, avec à l'époque mon mentor Frank Scofield, de beaucoup travailler avec les Morélias en tout genre, et notamment les Morélias Spilota. Et ce soir, je vous ai fait une petite compile de tout ce qu'il faut savoir, tout ce qui est important sur ce Morélia qui est totalement atypique, qui est complètement différent des autres sous-espèces de Morélia Spilota. Pourquoi j'ai mixé un peu mon expérience personnelle à l'époque avec Franck, etc. aujourd'hui, et surtout Franck à l'époque m'avait offert cette étude qui est l'étude du docteur Richard Shine. Le docteur Richard Shine, qui est un herpétologue australien que toi aussi j'imagine tu connais bien, et qui est une référence en la matière. Et cette étude a été la première étude réellement sérieuse et télémétrée, c'est-à-dire avec des émetteurs sur les animaux, faite en milieu naturel sur le Morélia Spilota spilota, pour savoir comment il vit. Et il a découvert des choses vraiment très étonnantes et très intéressantes qui nous permettent de mieux comprendre leurs besoins pour mieux les élever en captivité et mieux les protéger dans la nature, puisque comme vous le savez, en Australie, il y a eu beaucoup de dégâts, donc c'est important qu'il y ait des souches aussi en captivité. Et par là-dessus, j'ai cumulé ça avec beaucoup d'informations qu'il y a dans ce livre, The Complete Carpet Python, qui ont été compilées par Nick Mutton, l'auteur de ce livre, qui a... attendez, je perds mon python. En fait, qui a... Il est mélomane en fait. Alors attends, j'arrive. Alors, tiens, vas-y. Bon, ça se barre quand c'est grand. Et donc, en fait, il a récupéré, il a échangé beaucoup avec un monsieur qui s'appelle Gary Val, qui est un grand éleveur américain et qui a une expérience incroyable avec cette espèce, les Morélia Spilota spilota. Il a plus de 40 ans d'expérience avec. Il a des spécimens qui sont très très vieux et qui reproduisent toujours. Donc il a un petit peu percé tous les secrets de cette espèce en captivité. Donc on va décortiquer tout ça ensemble. Donc ça va être chaud de tout gérer. La pancarte et le serpent. Alors c'est pas grave. Hop. Allez, viens. Alors comme vous voyez, c'est des animaux, une fois qu'ils sont en confiance, qui sont hyper cool. Ils sont très calmes, ils sont très habitués aux manipulations. Vraiment super calme. Qu'ils soient petits. Alors, donc, on va partir sur les basiques. Donc, en fait, le nom commun, c'est le python diamant. Le genre, c'est Morélia. Espèce Spilota. Sous-espèce Spilota. Morélia Spilota spilota. Il a été décrit par l'ACPED en 1804. Donc, il est endémique de l'Australie. Tiens, il est endémique de l'Australie et il vit complètement au sud du territoire. Je vais vous montrer cette carte. C'est une espèce qui vit au sud-est de l'Australie, dans cette partie de l'Australie qui s'appelle les Nouvelles-Galles du Sud. Donc, quelle est la particularité de cette partie de l'Australie? C'est que c'est une partie de l'Australie où il y a 4 saisons. Printemps, été, hiver, automne. Donc vraiment 4 saisons. Et c'est le seul python au monde, en fait, qui vit sous 4 saisons. C'est celui qui est au plus au sud de l'aire de répartition de tous les Morélia spilota.
et vous allez voir que ça amène énormément de différence entre les autres sous-espèces de Morelia spilota qui partent du haut de New South Wales et qui vont jusqu'au nord de l'Australie. Donc une espèce qui est endémique de l'Australie, qui ne vit nulle part ailleurs. Donc c'est un Morelia vraiment unique en son genre. Donc au niveau de la taille, on est sur une taille moyenne en général aux alentours de 2 mètres, entre 1,80 m et 2 mètres. Il y a des spécimens dans la nature qui peuvent aller jusqu'à 3 mètres. Et il peut y avoir des mâles reproducteurs qui sont entre 1,20 m et 1,50 m. En général, c'est des animaux qui pèsent entre 1,6 kg et 3,7 kg, donc qui ne sont pas très gros. Par exemple, une femelle de 1,87 m peut faire 3,7 kg. Donc au niveau de la coloration, c'est là où on voit pourquoi ils l'ont appelé python diamant. Donc on a ces petites rosettes dessinées sur le corps qui sont en forme de diamant, c'est d'où son nom python diamant. Donc en fait une coloration très très sombre, noire dans le fond, on va vous expliquer pourquoi. Et il peut y avoir 2 types de coloration, une coloration jaune comme ce type de spécimen et une coloration blanche qui n'est pas présente ici. Donc il faut savoir qu'il y a un changement ontogénique vraiment très important. Regardez la différence entre ce jeune de 2019 et celui-ci qui est de 2018. Il faut savoir qu'à la naissance, ces animaux-là sont complètement noirs, avec aucun contraste, aucune couleur. Et comme souvent chez les Morelia, vous voyez, vous avez un changement ontogénique et toutes les couleurs qui apparaissent entre 8 et 18 mois, plus ou moins. Donc c'est un serpent qui a une couleur sombre parce que justement, c'est un véritable thermorégulateur. Il va vivre aussi bien la journée que la nuit en fonction des saisons et en fonction de son âge et de sa taille. Il va préférer à certains moments de l'année être actif plutôt la journée ou plutôt la nuit. Donc au niveau de son déplacement, en fait c'est un chasseur embusqué. Donc en fait dans les études qui ont été faites sur la nature, on voit que c'est un animal, particulièrement les femelles, qui se déplacent assez peu. Elles peuvent rester entre 50 et 80% de leur temps au même endroit et se déplacer entre 100 et 200 mètres à certains moments. Donc les mâles se déplacent beaucoup plus en période de reproduction. Donc au niveau de l'alimentation, c'est des chasseurs embusqués, c'est pas des chasseurs en maraude. 91% de leur alimentation est constituée de mammifères, certains de grosse taille puisqu'ils peuvent manger même des opossums. Au niveau de l'habitat, on va voir, ils sont souvent aussi à certains moments près des maisons, donc en fait ça leur arrive de manger des chats domestiques des fois pour les plus gros. Donc ça peut manger rats, lapins, opossums. Donc après le reste de l'alimentation peut être constitué d'oiseaux ou de reptiles, particulièrement chez les juvéniles. Mais un adulte, dans la nature, Dr Shine a observé des animaux, 2 spécimens qui avaient mangé des pogonins par exemple. Donc se fait manger souvent. Voilà, en Australie, voilà. Donc au niveau de l'habitat, il vit dans différents habitats, des forêts sèches, des forêts humides tempérées, des plaines, des canyons rocailleux, des ponts rocheux et aussi un habitat anthropophile, c'est-à-dire autour des habitations, un habitat modifié par l'homme, puisque il faut savoir que New South Wales, les Nouvelles-Galles du Sud, le sud de l'Australie, c'est une des régions les plus peuplées de l'Australie. Donc il y a beaucoup d'habitations, etc. Et cet animal en tire profit. Donc en général, comme c'est un animal qui vit sous 4 saisons, il a une croissance qui est plus lente que les autres Morelia. Et la maturité sexuelle est en général pour les mâles entre 4 et 5 ans. Et pour les femelles entre 5 et 6. Donc comme je vous l'ai dit, c'est des vrais thermorégulateurs. Vous allez voir, ils sont capables de se thermoréguler d'une façon étonnante, puisque de par leur couleur, ils vont absorber les infrarouges et ils sont capables d'une manière comportementale et physiologique de conserver la chaleur pendant plusieurs heures, jusqu'à 8 heures, même si la température ambiante baisse. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont emmagasiner un maximum de chaleur. Même si la température baisse, ils vont trouver des endroits qui vont être un petit peu isolés. Ils vont se mettre peinards dans des endroits isolés et en réduisant le format de leur corps, la masse corporelle, c'est-à-dire en se levant très serré, ils vont conserver cette chaleur et ils vont pouvoir garder ça pendant des heures et des heures. Il y a des tests qui ont été faits en captivité
où à une température ambiante de 15 degrés, l'animal qui avait pu se chauffer pendant quelques heures pouvait rester à une température de 28-29 degrés pendant 5 ou 6 heures. Donc ils sont aussi capables, et ça c'est assez étonnant chez un reptile, hein, tu peux rebondir dessus Olive, c'est qu'ils sont capables d'élever, ça a été donc vu au milieu naturel et en captivité, d'élever la température de leur corps en frissonnant et en se contractant, en faisant des mini-contractions musculaires. Donc ça, c'est un phénomène qu'on connaît bien chez les femelles pitons quand elles couvent. Mais ce qui est fou chez le Spilota spilota, c'est que ça a été observé en captivité aussi, même sur des mâles, pour se réchauffer. Et ils sont capables d'élever la température de leur corps de 2 à 6 degrés au-delà de leur température moyenne préférentielle. Et quand elles couvent, les femelles, elles peuvent élever la température de leur corps jusqu'à 9 degrés au-dessus de la température ambiante. Donc ce qui est énorme, simplement par frissonnement. Une autre chose qui a été remarquée dans cette espèce qui est vraiment totalement à part, vous allez voir, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on les élève en captivité, c'est que ils sont vraiment, ils ont besoin, comme ils vivent dans un climat tempéré où la température baisse de manière rapide, ils ont besoin de digérer rapidement. Donc en fait, ils sont capables de changer leur température moyenne préférentielle, la température où ils fonctionnent le mieux, de l'élever de plusieurs degrés pour pouvoir digérer vite. Parce que tous les animaux qui vivent, tous les boïdés notamment comme ça, comme les pitons diamants ou même les pitons de Bolens les bolénies qui vivent en altitude, en fait, quand le soleil se couche, il fait vraiment froid. Donc en fait, c'est pas des animaux qui vivent dans une jungle qui est plutôt toujours à la même température. Donc en fait, ils savent que s'ils digèrent pas vite, la proie va pourrir à l'intérieur, ils vont régurgiter, etc. Donc en fait, leur but, c'est de digérer hyper vite. Donc ça a été remarqué, ils ont un comportement qui fait que ils vont élever leur température quand ils sont en digestion pour digérer le plus vite possible et repartir. Donc, je vais revenir sur l'habitat et je vous ai fait une petite photo COP de l'intérieur de cette petite mine d'or. Et donc ça, c'est l'étude du docteur Richard Shine et de son collègue qui s'appelait Sleep. Bon. C'est cool ça. Bon, moi je préfère m'appeler Shine que Sleep, mais bon, Sleep c'est marrant aussi. Donc voilà, alors regardez, on va revenir sur cette notion de micro-habitat et de biotope. Souvent les terrariophiles pensent connaître les biotopes des animaux. Donc ça, on va en parler, c'est souvent discutable, hein. Connaître le biotope d'un animal, c'est un peu prétentieux, il y a pas mal de chercheurs qui ne savent même pas comment vivent les animaux. Et donc le Dr Shine, il a pu suivre des spécimens à qui il a implanté un émetteur et il les a suivis pendant toute une année, sur plusieurs saisons. Il a suivi des spécimens, c'est comme ça qu'il a su comment les mâles se déplaçaient, que les mâles se déplaçaient plus que les femelles, etc. Et là, si on prend donc ce diagramme, ce dessin, ça montre en fait l'habitat total du python diamant. Donc on s'aperçoit que dans la zone A, on a des habitations. Donc en été, les spécimens adultes qui ne sont pas en phase de reproduction, la phase de reproduction est passée, vont être près des maisons. Pourquoi près de... Je ne vais pas commencer par le A. Bon, je recommence. Donc on repart en arrière. Salut les herpeurs. On part de l'hiver. L'hiver, ces animaux-là, ils sont obligés de se protéger du froid. Alors attention, c'est pas une vraie hibernation comme on peut l'imaginer sur des colubridés nord-américains qui vont rester pendant les mois d'hiver cachés et endormis. Là, ils vont venir dans cette partie-là, dans les zones rocheuses, dans les canyons rocheux. Pourquoi? Pour trouver des aspérités. Les rochers déjà en eux-mêmes captent un maximum d'infrarouge, donc ça permet d'avoir une température plus élevée dans ce type de micro-habitat. Et eux, ils vont pouvoir garder plus facilement la chaleur. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir le matin, dès qu'il y a un rayon de soleil, ils vont s'ensoleiller et tout ça, et dès qu'il fait moche, ils se cachent dans les rochers et ils passent l'hiver ici. Au printemps, tout le monde descend ici dans les forêts pour pouvoir se nourrir et surtout se reproduire. Donc c'est un Morelia. Il y a plusieurs types de Morelia et donc de types de reproduction. Ça, ce sont des Morelia qui se reproduisent, qui s'accouplent au printemps, puisqu'ils ont un hiver. Donc, au printemps, ils descendent et les mâles
rencontrent les femelles et se nourrissent, bien sûr, les femelles aussi, dans cette zone-là. Il faut savoir qu'une chose intéressante sur les Morelia spilota, c'est que souvent les mâles sont plus petits que les femelles, ce qui n'est pas quelque chose de courant chez les Morelia. Les Morelia en général, les mâles sont plus gros que les femelles. Et là, les mâles sont plus petits que les femelles. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de se combattre. Ils les ont étudiés dans la nature et ils ont vu que contrairement à d'autres sous-espèces de spilota, les mâles pouvaient faire des agrégations de mâles sur une seule femelle, comme on le voit chez les Thamnophis. Une femelle pouvait être en agrégation avec 5 mâles qui la courtisent et qui s'accouplent avec elle, qui restent avec elle pendant une durée de 10 jours par exemple. Donc, ils ne se combattent pas. Si vous prenez du spilota en McDowelly par exemple, ils vont se fighter dès qu'ils se voient. C'est pour ça que les mâles doivent être imposants, doivent être gros. C'est la même chose chez les chenilles. Voilà. Nous en captivité, c'est vrai que c'est un petit peu faussé, donc souvent les gens poussent un peu plus, donnent un peu plus à manger aux femelles qu'aux mâles, donc souvent on voit des femelles, mais moi j'ai eu des mâles McDowelly qui étaient vraiment énormes. Donc en fait, chez d'autres sous-espèces de spilota, les mâles sont plus gros. Donc là, pendant cette période-là, au printemps, ils sont dans la forêt, ils mangent, ils s'accouplent, ils se reproduisent. Et ensuite, quand les mâles se sont bien reproduits, au début, à la fin du printemps et au début de l'été, les femelles descendent dans cette zone-là pour pouvoir, c'est une zone de nidification, c'est un endroit qui est parfait pour elles pour faire des nids, et c'est là où elles confectionnent leurs nids. Et les mâles, eux, retournent vers les zones urbaines. Pourquoi est-ce que les serpents aiment être dans les zones urbaines? C'est parce qu'elles sont fréquentées par les rongeurs et qui trouvent aussi plein de cachettes comme des carcasses de voitures, des bouts de tôle qui leur permettent de capter de la chaleur, de se mettre à l'abri, etc. Et surtout, il y a de la nourriture à profusion. Et c'est très souvent que vous voyez des photos en Australie de gars qui, dans leur cabanon de jardin, ont des Morelia spilota, ce qui serait super cool. Ou dans leur pompe de piscine. Voilà. Et donc voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment une super illustration de ce que c'est qu'un micro-habitat et surtout un microclimat, puisque chaque zone, en fonction des saisons, est différente et ils y trouvent des micro-habitats qui leur correspondent. Donc ça a été possible parce que le Dr Shine a pu rester longtemps sur le terrain, ce qui est quand même assez rare pour les biologistes. Hein. Il avait fait ça aussi pendant 12 ans dans le nord de l'Australie pour l'Eliasis fuscus à Fogdam. Et il en met des téléémetteurs, donc peut-être tu pourras nous expliquer un petit peu, parce que je sais que toi tu le fais aussi Olivier, tu vas nous expliquer ça. Et en fait, il a pu les suivre et déterminer ça. Sans ça, on n'aurait jamais su. Donc, vous voyez, il faut toujours être très prudent quand vous parlez du biotope d'un animal. Très souvent, je vois sur Facebook des gens parler du biotope. Franchement, la plupart du temps, les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Et même des biologistes ne savent vraiment pas quel est le biotope. Parce qu'il fallait une sacrée étude pour comprendre ça. Donc, après, tout ça pour dire pour nous terrariophiles, je vous ai fait une petite liste donc, de toutes les choses importantes à savoir sur les Morelia spilota. Comme là, on doit aussi parler d'autres choses et j'aimerais bien qu'on pose des questions à Olivier. Je vais aller assez vite, mais je vous dis, je vais revenir là-dessus parce que j'ai eu beaucoup de questions et ça m'a vraiment donné envie de faire une vidéo. Donc, c'est vrai que c'est un Morelia qui est totalement à part, comme vous venez de le comprendre, du part de là où il habite, comment il vit, etc. Et il y a pendant très longtemps, pendant les 20 dernières années, il a été considéré comme un animal. Bon, déjà, c'était très rare en captivité parce que ça vient d'Australie. Il n'y a pas d'export d'Australie depuis les années 70. Et surtout, c'était considéré justement comme un animal difficile à maintenir, difficile à reproduire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait pas mal de progrès. Et c'est vrai que, dites-vous bien, vous qui êtes des jeunes terrariophiles et qui faites l'acquisition d'un animal comme ça, à l'époque, c'était vraiment le Saint Graal. Ça coûtait déjà une blinde. Et pendant très longtemps ça a coûté une blinde, donc c'était très difficile. Et en plus quand tu l'achetais, tu te disais waouh, j'ai peur que voilà, il aille pas bien et tout ça. Et donc aux États-Unis, beaucoup de gens avaient des problèmes à les maintenir, même en Europe. Et à tel point que souvent les Morelia spilota, donc les pitons diamants qu'il y avait en captivité, vivaient que 5 ou 6 ans. Au bout de 5 ou 6 ans, ils arrêtaient de manger, ils avaient des problèmes respiratoires, des choses comme ça. Et c'était tellement récurrent que certains auteurs, comme les Barker par exemple, avaient fait des articles en parlant du DPS, donc DPS, donc le Diamond Python Syndrome, donc le syndrome du python diamant, hein, c'est facile à traduire.
Donc en fait, qui était vraiment, voilà, ils comprenaient pas. Ils ont même suspecté que les pitons diamants avaient un virus dont eux seuls étaient affectés. Enfin, toutes les hypothèses ont été évoquées parce qu'ils comprenaient pas pourquoi ils mouraient aussi vite en captivité. Et grâce au travail de certains passionnés comme cet éleveur qui s'appelle Gary Val, que personne connaît malheureusement, mais qui a fait un travail de malade, et aussi le travail sur le terrain de gens comme le docteur Richard Shine et le travail commun de tous les éleveurs qui voilà, ont essayé des choses et tout ça, on a déterminé qu'effectivement c'était simplement, enfin a priori, ce qui se passe, maintenant on y arrive mieux, ce qui se passait, c'était que c'était un animal qui était élevé comme d'autres Morelia spilota type Chenei ou McDowell, à une température assez haute la plupart du temps dans l'année, avec une baisse pas assez importante la nuit, avec des fois des hivernages trop durs, trop froids, trop longs, parce qu'il y a plein de gens qui se disent ils hibernent, alors ils les hibernaient carrément. Et moi je me rappelle à l'époque quand mon mentor Franck il y avait un article à l'époque d'un gars aux États-Unis qui les avait reproduits, qui s'appelait Stan Shiras, qui était un très bon éleveur, un mec super, mais je sais pas si dans son article il avait bien tout expliqué ou quoi, mais en fait il avait expliqué qu'il les hibernait dans des boîtes polystyrène un peu comme des colubridés. Et Franck avait voulu avec une partie de sa collection suivre ce truc là et ils étaient tous morts. Parce qu'en fait c'est pas du tout comme ça qu'ils vivent, on le voit par rapport à cette étude, en fait c'est pas une vraie hibernation. Donc en fait ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment un Morelia qui n'a rien à voir avec les autres Spilota. Il vit sous 4 saisons avec un vrai hiver. Donc dans un climat tempéré, la plupart du temps il fait plutôt frais. Avec du soleil, voilà, mais il est capable de se mettre à l'ombre, etc. Donc, c'est un vrai thermorégulateur. Donc, c'est-à-dire qu'il est capable d'associer le fait qu'il y ait de la lumière et de se dire, ça veut dire égale chaleur. Lumière égale chaleur, puisqu'en fait, c'est les rayons du soleil. Donc, il sait utiliser les rayons du soleil et il sait utiliser tout son environnement pour capitaliser, pour garder cette chaleur, pour aller se mettre dans les retraites où il faut, pour au final, ni avoir trop chaud, ni avoir trop froid. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Donc, il est capable d'augmenter, comme je vous l'ai expliqué, la température de son corps. Donc, en fait, et de conserver sa température. Donc, c'est un animal qui, d'après les études et d'après ce qu'on observe en captivité, est plutôt terrestre. Évidemment, il grimpe bien, mais les études que Richard Shine a fait sur le terrain ont montré qu'il n'y avait que 16% du temps où il était perché. La plupart du temps, il était au sol, sous des feuillages, dans des rochers et tout ça. Donc c'est plutôt terrestre, donc on va recommander plutôt un terrarium avec de la surface au sol, entre 1,20 m et 1,50 m, avec 70 de profondeur. La hauteur, vous faites comme vous voulez. Mais c'est important, pourquoi on veut un grand terrarium? C'est aussi pour pouvoir avoir un grand gradient thermique. Donc c'est un animal qu'il faut garder dans des températures en tempéré. C'est-à-dire que la bonne température ambiante, c'est entre 20 et 25. Et il faut qu'ils aient un point chaud localisé entre 29 et 31. La plupart du temps, utiliser une lampe, c'est très bien. Donc, ce point chaud, il va être vraiment localisé. Il ne faut pas que ça aille trop grand dans le terrarium pour qu'il puisse vraiment choisir. Et après, on va gérer, nous, la durée pour pas qu'il se gointe de chaleur. Donc, en fait, au niveau des adultes, subadultes et adultes, on va laisser ce point chaud entre 7 et 10 heures la journée. Et la nuit, on coupe tout. Et pour les juvéniles, on va pouvoir laisser le point chaud la première année avec un tapis chauffant par exemple. On peut laisser le point chaud même la nuit, mais uniquement la première année. Moi personnellement, j'ai déjà élevé des juvéniles avec aucun point chaud la nuit et ça marche très très bien. Donc voilà, je vous amène un peu les deux méthodes, mais les deux marchent bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut qu'ils puissent se chauffer la journée et qu'il faut que ça baisse la nuit. Et que dans les zones les plus fraîches du terrarium, il n'y ait pas des températures élevées, même jusqu'à 20, c'est bien. Donc en fait, dans un appartement, ça marche super bien. Au final, quand on sait quoi faire, c'est pas si compliqué. C'est fou, puisque ça a été compliqué pendant des années. Et puis finalement, avec des choses simples, on arrive à gérer ça. Et après, au niveau de l'hivernation, au niveau de la période hivernale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre des nuits vraiment fraîches. Donc, mais pas si glacial que ça, on est entre 12 degrés 5 et 15 degrés, donc c'est quand même assez frais pour un serpent, mais au final, il y a des gens qui dorment à 15 degrés, donc c'est faisable dans une pièce. Et on ne va pas les laisser jour et nuit à cette température-là, on va leur mettre quand même, parce qu'ils sortent la journée pour se chauffer, on va leur mettre pendant 5 heures un point chaud
entre 4 et 7 heures, bon 5 heures c'est la moyenne. Un point chaud, ils vont venir se chauffer, après ça s'éteint et ils ont une nuit très froide et eux ils vont conserver cette chaleur. C'est pas parce que la température baisse à 15 degrés que le serpent va lui-même être à 15 degrés quoi. Il va lui falloir toute la nuit pour descendre froid et lui peut-être même au matin il sera à peut-être 18 ou quelque chose comme ça. C'est exactement la même technique que j'utilise avec les bohélénies et que les gens utilisent avec les bohélénies, enfin en tout cas les gars qui bossent un peu comme nous. Voilà, et c'est le fait de faire une nuit froide mais qui puisse quand même se réchauffer le matin. C'est hyper important, sinon ils peuvent avoir des défenses immunitaires qui chutent, des pneumonies, des choses comme ça. Il faut impérativement qu'ils puissent se réchauffer à un moment. Et ils peuvent supporter très très bien des nuits froides, il n'y a aucun problème. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. Un large gradient thermique, une température ambiante plutôt modérée, un point chaud qu'on contrôle bien et qu'on met à certaines durées. Voilà. Et après, l'autre point important, c'était la nourriture. C'est des animaux qu'il ne faut pas surnourrir, ça on vous le dit souvent dans l'émission, mais eux encore moins. C'est-à-dire que une femelle dans la nature, elle va manger, une adulte, elle va manger 8 à 10 fois par an. C'est vraiment des animaux qui capitalisent beaucoup ce qu'ils mangent. Donc quand ils sont juvéniles, vous pouvez les nourrir toutes les semaines. Jusqu'à 18 mois. À partir de 18 mois, vous pouvez passer entre 10 et 12 jours de nourrissage. Et pour un adulte, même une femelle reproductrice, toutes les 6 semaines, une proie. Il faut éviter de les mettre en surpoids parce que c'est des animaux qui ont un métabolisme vraiment adapté à une vie dans un climat tempéré. Donc voilà, j'ai essayé d'être assez speed et de vous donner pas mal d'informations parce que on va passer après aux questions. Après Olivier, si vous avez des questions sur les Moria Spilota, et je crois qu'il y en a quelques-unes. Alors on avait justement une question de Vincent Demaine. Oui. Salut Vincent. Salut Vincent. En fait, donc ça reprend un peu ce que tu viens d'expliquer, mais qui disait en pratique comment reconduit-on ces différentes saisons si on veut vraiment calquer, tu vois, sur, en fait, sur quelque chose de naturel. En fait, c'est hyper simple. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire là. En fait, j'ai dédié une pièce aux animaux de biotope tempérés, comme le Morelia spilota, et ça tombe bien parce que les Bohélénies c'est un peu la même. Donc j'ai fait une pièce dans laquelle je mets uniquement les Bohélénies, les Spilota et éventuellement d'autres espèces qui pourraient avoir des nuits fraîches. Donc en fait il suffit en temps normal de garder la pièce à une température tempérée normale de pièce, entre 20 et 22 quoi. D'avoir des terrariums relativement grands et de créer les points chauds avec un spot que tu choisis un wattage qui te permet d'avoir un point chaud pas trop chaud, entre 29 et 31-32, donc pas la peine de mettre un spot hyper chaud, parce que cet animal-là, comme il est très foncé, même avec très peu d'infrarouge, il va les absorber, il va les capter, hein, je vous avais déjà parlé des infrarouges A et B, des longueurs d'onde émises par le soleil, que lui va... un peu comme une serre, grâce à la peau du serpent, va garder, il va emmagasiner tous ces infrarouges. Donc en fait, même si la température ambiante est de 21 degrés, en allant sous la lampe, un peu comme s'il allait au soleil, il va pouvoir monter son corps à 29-30 degrés. Donc, et ça, après, il suffit de trouver la bonne puissance, de mettre un programmateur et de dire je laisse tant de temps par jour. Et d'observer un peu ton animal. Et tu vas voir qu'il va vraiment se thermoréguler. À l'inverse d'un thermoconformiste qui va être lui toujours plutôt dans une ambiance chauffée, et ça il faut plutôt avoir une pièce plutôt un peu chaude. Là il se débrouille. Moi j'en ai aussi dans mon appartement, j'ai une température normale dans mon appartement, il fait entre 21 22 degrés, des fois 20. Bon, je mets simplement un spot et ils font le boulot tout seuls. J'ai même pas de thermostat, rien du tout en fait, et le spot s'éteint la nuit, et la nuit hop il se love dans sa cachette et il est nickel. Et évidemment pendant l'hiver, l'idée c'est de laisser la pièce chuter, de ne pas mettre de chauffage et d'avoir ou une climatisation. Beaucoup d'Américains qui vivent en Floride, hein, c'est sûr qu'en Floride l'hiver il fait pas 12, hein, donc voilà, d'avoir quand même une climatisation par exemple, c'est possible. Olivier, tu meurs? Attention, je crois qu'il veut t'étrangler. Ah oui, c'est pour le coronavirus. Donc là il se tient. Et donc en fait c'est tout simple, il suffit de laisser tomber la température dans la pièce pendant la nuit quoi. Donc voilà, et ça se passe ma foi bien. Ok. Super, nickel, bon on est pas mal, j'ai bien débité là pour qu'on ait du temps avec Olivier. Ah mais c'est vachement intéressant parce que ça... Donc justement reprenons
cette notion de... Attends, je vais te le récupérer. Je peux se parler quand même. Voilà. Bonsoir. Donc ça c'est un mâle d'ailleurs. C'est un adulte. Donc un mâle adulte qui peut reproduire. Donc on a tout un groupe comme ça, c'est vraiment un animal magnifique et c'est un des seuls Morelia spilota que j'ai pas reproduit, donc j'ai vraiment envie de le faire. J'ai vu plein de copains le faire et tout et ça me motive vraiment. Donc là on met tout un groupe en place. Et donc voilà, on va rebondir sur le fait que Olivier, lui justement, fait un peu le docteur Richard Shine. C'est un peu notre Richard Shine français. Donc en fait, toi aussi, tu vas dans la nature poser des émetteurs sur les animaux et regarder un petit peu leur vie privée qu'on ne connaît pas bien au final. C'est ça, ouais, exactement. J'ai cette chance-là, parce que c'est vraiment une chance pour le coup. Et donc mon terrain de jeu favori actuel, c'est la Guyane. Waouh, génial. Parce que la France est un des rares pays, un des seuls pays européens à avoir un territoire d'outre-mer, enfin en tout cas en milieu équatorial. Et donc voilà, donc c'est une chance pour nous. D'ailleurs, on salue nos amis de la Guyane. Ouais, salut, et puis salut Dominique si tu nous regardes. Ouais, Dominique. Et puis en plus, la dernière fois que tu es venu ici, tu revenais juste de Guyane, d'une mission pour aller étudier les caïmans, caïmans gris. Caïmans gris, c'est ça. On avait Jeff Machiba aussi qui nous avait posé une question là-dessus, si tu pouvais nous parler donc, de ta dernière expédition avec David Oudjani en Guyane, avec les caïmans. Ouais. On en reviendra peut-être après, mais... Donc voilà, on continue sur la Guyane. Donc tu y es retourné depuis alors ? Ouais, bah en fait on y retourne au moins 2 fois par an. Et c'est toujours sur les caïmans. Donc c'est comme disait Nico, c'est ces études pour comprendre le comportement de l'animal et pour suivre les animaux sur le terrain. En fait, ça prend énormément de temps. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'on peut faire en un mois, ni même en un an, encore moins en 15 jours ou en une semaine. Donc là, ça fait 5 ans qu'avec mon collègue Jérémy, on va 1 ou 2 fois par an, même parfois 3, pour collecter des données, suivre les animaux, comprendre comment ça fonctionne. Parce que le terrain, c'est dur, c'est imprévisible, donc parfois on y va, on ne trouve pas beaucoup d'animaux, parfois on est plus chanceux, on en trouve plus, parfois donc ça se passe rarement comme prévu, donc il faut, improviser, il faut s'adapter. Vous avez des guides avec vous ? Alors non, là où on va en fait, on est... on se débrouille tout seul. En fait, on a la chance de pouvoir accéder à une réserve naturelle en Guyane qui s'appelle la réserve des Nouragues. Ah ouais, Nouragues. Qui est quasiment au centre de la Guyane et qui donc a un environnement complètement préservé. Donc ça, c'est vraiment un terrain de jeu super pour un biologiste parce que c'est la nature dans son état quasi brut. Et donc ce qui nous permet, nous on s'est focalisé sur une population de caïmans, donc là on quitte les serpents et on va sur les crocodiles. Oui, mais le principe est le même. Et le principe est le même. Et donc l'idée, et ça rejoint un petit peu ce que disait Nico sur le python diamant, c'est que c'est un caïman qui vit en forêt, dans un environnement qui normalement n'est pas du tout adapté pour un crocodilien, parce qu'on a l'image du crocodile du Nil qui vit sur une berge, qui thermorégule en plein soleil, la gueule ouverte. Et là, c'est un caïman qui vit en pleine forêt. Et donc, le but en fait de notre étude, c'est de comprendre comment ce crocodilien qui vit dans un environnement qui est normalement pas adapté à la vie d'un croco, comment il s'adapte à cet environnement. Super cool. Voilà, alors moi en fait, c'est vraiment pour ça que je suis super, à chaque fois j'adore parler avec Olivier et on partage un petit peu les mêmes sensibilités par rapport à l'adaptation qu'on peut en faire en terrariophilie. Voilà, le message que j'ai à vous passer, je vois beaucoup de gens parler sur internet, penser qu'ils connaissent des biotopes, qu'ils savent. Ce qui est important de savoir en fait en terrariophilie, c'est qu'on ne sait rien. Si vous avez compris que vous ne savez rien, c'est que vous savez déjà quelque chose. En fait, c'est une philosophie à apprendre et qui manque cruellement, surtout aux jeunes terrariophiles, cyberterrariophiles de Facebook et tout ça, qui ont plein de certitudes, qui arrivent en pensant qu'ils connaissent les biotopes, trucs et tout ça. Même des gens comme ça, qui sont des vrais biologistes, qui sont des professionnels, qui ont 30 ans d'expérience et tout ça, ne savent pas. Donc voilà, il faut partir de là. Donc partons de là. On va se dire, bon, il découvre des caïmans, et en fait, ce caïman,
souvent on fantasme les biotopes, on lit un livre, on imagine. Si tu l'as très bien expliqué d'ailleurs dans ta conférence que tu as fait à Venom World sur justement l'écologie et un petit peu les climats et tout ça, où tu expliquais. En fait, il faut bien comprendre la différence entre le climat régional ou local qu'on peut avoir sur un relevé météo qu'on trouve sur Internet. Mais en fait, ces climats-là, en tout cas ces données climatiques d'ensoleillement, de température, de pluviométrie, etc., d'hygrométrie, c'est pris avec certaines normes en fait, de prise de données météorologiques. C'est-à-dire c'est en plein soleil, à 1 mètre du sol, dans des conditions très particulières. C'est très normé pour répondre en fait, à des besoins de relevé météo. Et donc quand on a accès à ces données-là, en fait, on a accès qu'à une partie de l'information. Parce que ce qu'on oublie, et ce qu'a très bien expliqué Nicolas, c'est le comportement de l'animal. C'est-à-dire que dans le biotope du Piton Diamant, effectivement, en moyenne, on a peut-être certaines valeurs climatiques que je ne connais pas, mais de température moyenne, l'été, l'hiver, etc. Mais ce qu'on ne peut pas imaginer, c'est qu'en fonction de la saison, l'animal n'est pas dans le même biotope. Il va être dans des environnements plus ouverts à certaines saisons, dans des environnements plus forestiers à d'autres. Et finalement, il va être exposé à un climat qui n'a rien à voir avec le climat de la région dans laquelle il vit. Voilà. Et ça, c'est important de le comprendre. Voilà, et si on se base que sur des données météo pour dire, bah voilà, dans la forêt tropicale, il fait tant, et dans mon terrarium, je vais mettre tant parce que cet animal vit dans la forêt tropicale, bah très souvent, vous allez faire cuire votre animal. Si vous vous dites que, bah, par exemple, ce caïman, il est ultra aquatique, alors qu'Olivier a découvert que bah, c'était des animaux qui restaient très souvent sur terre et même sous terre, puisque je me rappelle d'une femelle que tu avais vue. On a fait en fait avec Jérémy, enfin c'est surtout Jérémy d'ailleurs, la première année, qui est parti 3 mois dans la forêt pour suivre quelques individus sur lesquels on avait posé des émetteurs radio, donc le radiopistage. Le fameux téléémetteur de Richard Shine, c'est ça. D'être scientifique. Et donc c'est ce qui permet en fait de suivre l'animal, parce que c'est ça la difficulté, c'est d'avoir un même animal sur une certaine durée pour pouvoir comprendre son comportement. Donc là, pendant 3 mois, Jérémy était dans la forêt et je lui avais demandé de relever la position de l'animal la journée et la nuit. Et donc grâce à cet émetteur, il était capable de retrouver les animaux dans la forêt et de voir un peu où est-ce qu'ils étaient le jour, la nuit, le matin, l'après-midi, etc. Et à notre grande surprise, on s'est aperçu que la journée, alors que c'est des animaux qui auraient la possibilité de s'exposer à des petites zones ensoleillées, parce qu'on est sous le couvert végétal, mais comme dans toutes les forêts, il y a des endroits où il y a un petit peu de soleil. Il y a des patchs de soleil, donc qui sont au bord de l'eau. L'animal pourrait très bien avoir le choix de se mettre là. Et en fait, on s'est aperçu que sur je ne sais plus combien de centaines d'observations il a faites sur 3 mois, en fait, il n'a observé qu'une fois un caïman qui était au soleil en milieu découvert. Sinon, le reste du temps, et ça, on l'a encore observé sur d'autres animaux qu'on a suivis sur l'émission suivante, les animaux, la journée, sont sous terre. Et ce qui est assez curieux pour un caïman, parce qu'on ne les imagine pas comme ça. Et en fait, ils passent leur temps, la journée, dans des cavernes, ou dans des trous, sous des souches, enfoncés dans la boue, alors qu'ils sont dans un environnement où ils pourraient s'exposer au soleil. Alors que la température dans ce terrier, en fait, est beaucoup plus basse que dans la forêt. Donc, d'où le concept de micro-habitat, c'est-à-dire un petit habitat au sein d'un grand habitat, et de microclimat, parce que dans le terrier en question, on n'aura pas du tout la même température que dans la forêt. Donc, j'ai bande de petits chanceux. On a eu Olivier nous a autorisé à faire des copies de son PowerPoint, de son travail. C'était la formation qu'il avait fait pendant le stage chez Venom World, et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, il va vous expliquer ce graphique qui vraiment image très très bien ce qu'on vient de vous dire. C'est ça. Alors là, vous avez, je vais essayer de regarder ce que je fais en même temps. Alors, bon, déjà, vous voyez ici une photo que j'ai prise en forêt en Guyane. Ça montre la complexité de l'habitat. Et donc, si vous êtes sur une feuille ici, ou ici un peu plus haut, ou au contraire sous le tronc qui est ici, vous n'êtes pas du tout exposé, enfin, l'animal n'est pas du tout exposé aux mêmes températures. Et c'est ce qui est visible sur ce graphique-là. En fait, ici, vous avez l'heure de la journée, et ici, vous avez la température. Et cette température, elle est prise à différents endroits, c'est-à-dire en plein soleil, dans un arbre, donc en plein soleil, c'est le trait plein qu'on voit ici. Donc on voit que
Évidemment, là où il fait le plus chaud, c'est vers midi, 14h. Donc en plein soleil, on est presque à 50 degrés. Donc c'est énorme. Énorme. Et basiquement, on pourrait s'arrêter là et se dire, trouver cette donnée-là sur un relevé météo, climatique. sur un atlas climatique, et se dire, ok, à l'endroit où vit mon animal, il est exposé à 50 degrés, donc je vais chauffer son terrarium à 50 degrés. Et en fait, on voit ici, donc, à 10-15 mètres dans un arbre, sur une feuille de pandanus, qui est une plante, sur le sol ou sous un tronc, on n'a pas la même température, puisque l'extrême, c'est évidemment sous un tronc qui serait tombé au sol, par exemple le tronc qu'on voit ici. Les serpents adorent se planquer sous les trucs qui sont au sol, enfin en tout cas les terrestres. Vous voyez que la température, elle est ici. C'est le trait noir que vous voyez qui est tout plat, c'est-à-dire qu'il soit 4h du matin ou 14h, on est toujours aux alentours de 25, un peu plus de 25 degrés. Alors qu'à la même heure et au même endroit en plein soleil, il fait 50 degrés. Et donc là, c'était l'observation sur un boiga irregularis, qui est un colubridé épistoglyphe. Donc en fait, le serpent, lui, malgré tout ça, il préfère être toujours à une température préférentielle de 25. Donc dans ce trou caché, etc. Donc d'où ce concept. Et là, vous voyez, on est sur 1 mètre carré de jungle. On est vraiment dans quelque chose de très petit. Donc dans cette très petite zone, on a plein de températures différentes, plein d'habitats différents possibles, et l'animal choisi le plus frais. Donc si vous vous dites dans votre terrarium, pour en revenir à la terrario, moi je sais que là dans cette jungle il fait 30, donc il doit aimer être à 30, etc. Et en fait on se trompe totalement, et on va... attends, ne t'en va pas petite, parce qu'on en a un autre. Et on va totalement cramer notre animal, et ce qui s'est passé pendant des millions d'années dans la terrariophilie, parce qu'on a souvent ignoré ce concept de micro-habitat, microclimat. Et grâce à une observation accrue des animaux en captivité, souvent on s'est dit, finalement, mon bronguersmé ou ma Bitis gabonica, elle a beau vivre en Afrique, je lui mets un point chaud à 30, elle n'y va jamais, elle est toujours entre 25 et 23. Donc pourquoi lui mettre un point chaud? Moi, c'est un peu la déduction que j'avais fait à l'époque avec les bronguersmés, avant de comprendre ce concept-là. Et en fait, ma vision en captivité et mes observations en captivité, après, ont été confirmées et corroborées par ces observations des gens en milieu naturel. Donc ça, c'est vraiment super cool. Donc on peut aller même encore plus loin dans le délire. Il va vous expliquer, Olivier. Ouais. Ça, c'est complètement ouf. Alors un autre exemple, effectivement, une étude qui a été menée sur un serpent venimeux, donc une Equus coloratus, d'accord. Donc voici la bête. Les scientifiques les ont étudiés sur le terrain, sur une petite zone, et se sont aperçus qu'à 95%, toutes les Equus coloratus qu'ils trouvaient étaient toujours sous des buissons, et plus exactement sous une même variété de buissons. Et ils se sont demandé pourquoi. Mais pourquoi, alors qu'il y a d'autres types de végétation dans l'environnement, ils étaient toujours sous la même espèce de buisson, qui s'appelle Salvadora persica. Et alors pour comprendre ça, ils ont fait des relevés de température. Donc là c'est le graphique suivant. Et ce qui est intéressant de voir, donc ils ont mesuré la température en fonction de l'heure de la journée. Ici, en milieu ouvert, donc on voit que à 16h par exemple, il fait presque 40 degrés. Ici, c'est sous une autre espèce de buisson. On voit qu'à 16h, il fait 35 degrés. D'accord ? Donc sous le buisson, il fait déjà 5 degrés de moins qu'en plein soleil. Et la ligne qui est ici représente la température sous Salvadora persica, c'est-à-dire sous cette espèce de buisson où sont observés à 95% les Equus coloratus. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que alors qu'à l'extérieur, en milieu ouvert, il fait 40 degrés, sous d'autres espèces de végétaux, il fait 35, et bien sous Salvadora persica, il fait 25 degrés. Donc on a 15 degrés d'amplitude thermique sur quelques mètres à peine, entre l'extérieur du buisson et être caché sous le buisson. Et donc, pourquoi ces animaux se réfugient sous ce buisson? C'est certainement en fait qu'ils recherchent la fraîcheur. Et c'est tout le paradoxe
C'est une espèce qui vit en milieu aride Très chaud. et très chaud et qui va passer son temps à essayer d'éviter ces températures extrêmes et cette Et déshydratation. survivre. Et survivre. Et donc elle va se réfugier sous la variété de buissons qui lui procure la plus basse température en fait. Voilà. Donc en fait, pour résumer, si vous pensez que son biotope, vous pensez que le biotope c'est ça, c'est des rochers hyper chauds et tout ça, et que vous voulez recréer soi-disant ce que vous avez compris être un biotope, sans cette notion-là, vous allez lui mettre des rochers, de la chaleur et tout, elle va mourir. Et si vous êtes conscient du micro-habitat, si vous avez le sens de l'observation et que vous voyez que votre animal fuit la chaleur et que finalement c'est possible, en étant ouvert d'esprit, de se dire qu'un animal qui vit dans un biotope aussi chaud, aussi aride, finalement à 25, elle est super bien, elle a besoin de fraîcheur, elle a besoin de ne pas se déshydrater, etc. Et ben, vous allez avoir du succès avec votre animal, vous allez le garder en bonne santé et vous allez probablement le reproduire, etc. Donc c'est vraiment une notion hyper importante. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait vraiment insister là-dessus. On a la chance d'avoir Olivier avec nous et franchement c'est une chance les Harpers d'avoir des informations comme ça. Parce que moi à l'époque, quand j'aurais été plus jeune, je me serais arraché un sein pour pouvoir qu'on me donne des explications comme ça. Donc là vous l'avez chez vous dans votre canapé. Donc merci Olivier et merci Airworld. Donc voilà, et on va... J'avais juste une petite question de Guillaume Aurillac. Salut Guillaume. Salut Guillaume. Qui voulait savoir si en fait il y avait des Oh, tests une aussi sarte. UV en même temps que les tests de température. Pardon, j'ai pas S'il y entendu. avait des tests UV, en fait s'il y avait des corrélations entre des tests UV à certains endroits et la chaleur. Est-ce que vous testez, enfin vous regardez Sur les caïmans ou sur... Non, sur là par exemple, là. si tu prends une étude comme celle-là, est-ce qu'on a des tests UV aussi qui Ouais. sont faits en même temps? Ouais, alors pas forcément en même temps parce que c'est des problématiques différentes, mais il y a une étude qui a été faite par Gary Ferguson qui a étudié aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, les UV, mais ça j'en avais peut-être parlé déjà, je me souviens. Non. Je ne sais plus, qui a étudié sur un maximum d'espèces de serpents, oui, lézards Mais on y revient. nord-américains, à quelle dose UV ils étaient soumis dans le milieu naturel. Donc en fait, il se baladait avec son UVB-mètre, qui mesure en indice UV, et à chaque fois qu'il voyait un serpent, un lézard, une tortue, une grenouille, il mesurait à l'endroit, à l'heure où il l'observait, à l'endroit où il l'avait observé, quel était l'indice UV. Et en fait, il s'est aperçu qu'en fonction des habitudes écologiques de l'espèce, si c'était une espèce plutôt crépusculaire ou plutôt qui était très héliophile, donc qui s'expose très au soleil en plein milieu de journée, ou à l'inverse, ou de manière différente, des espèces qui s'exposent plutôt le matin ou le soir, mais pas trop en milieu de journée. Avec des indices faibles d'UV. Du coup, voilà. Et en fait, il s'est aperçu qu'en fonction du comportement des particularités écologiques de l'espèce, ils étaient toujours dans les mêmes gammes d'UV. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les zones Ferguson, donc c'est du nom de Gary Ferguson. Et on s'est aperçu que même les espèces qui s'exposent en plein soleil la journée, en fait, ne s'exposent pas très longtemps. Et qu'en moyenne, ils s'exposent à un indice UV qui est relativement faible par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. C'est-à-dire, donc c'est des paradoxes. Exactement. Toujours pareil, l'animal qui vit dans le désert et qui pourtant va essayer de vivre au frais, eh bien l'animal qui a besoin d'UV et qui a besoin de chaleur, en fait, va s'exposer un petit peu à des indices très importants en termes d'ultraviolet, mais pas très longtemps. Voilà, donc en fait, vous voyez, il y a plein de choses à savoir. C'est assez complexe pour finalement faire quelque chose de simple à la fin en captivité. Il ne faut pas avoir de certitude et il faut surtout comprendre qu'on ne sait rien. Donc en fait, il faut toujours rechercher l'info. Mais par exemple, cette histoire d'UV avec Ferguson, qui est super intéressante, au final, ils n'en ont pas besoin de beaucoup. Et nous, en captivité, on est toujours dans le plus et le mieux. Alors que c'est faux. Plus d'UV, c'est pas forcément mieux. Plus de chaleur, c'est pas forcément mieux. Donc on est vraiment dans le plus. Et comme en terrariophilie, et particulièrement en France, les gens sont très dogmatiques, très dans des cases, il faut faire comme ça, le gars du forum a dit il faut faire comme ça, on fait comme ça. Vous voyez, ça peut pas. Donc dès qu'on commence à discuter entre gens ouverts, à vraiment lire des vrais bouquins écrits par des vrais gars qui vont sur le terrain ou des vrais éleveurs qui ont vraiment de l'expérience et pas juste de la théorie, on s'aperçoit que finalement,
C'est pour ça que des fois en captivité ça marche super bien chez des gens qui font des choses hyper simples avec du matériel très simple et qu'on n'est pas obligé de mettre des douches UV. Le plus souvent, c'est que les meilleurs résultats sont faits avec des techniques très simples. Voilà, en captivité la simplicité est toujours le mieux. Et cette étude de Ferguson sur les UV corrobore parfaitement, si vous aimez les varans et que vous avez lu des bouquins de Danny Brown, qui est un vétérinaire et un éleveur de lézards très pointu en Australie, qui a écrit des super bouquins. Dans son livre sur les varans, en fait, il explique exactement ça, que les varans, en fait, ils ont besoin d'une dose d'UV qui est pas si énorme que ça à la journée, et que pour arriver à l'avoir, quel que soit l'endroit où ils vivent en Australie, ils vont s'exposer aux UV, mais à certains moments de la journée, voire des fois pas directement. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont prendre les UVB par réflexion des rayons du soleil sur le sable. Eux, ils sont à l'ombre, mais ils prennent quand même des UV. C'est un peu l'histoire de, on peut prendre un coup de soleil même sous un parasol. En fait, c'est un peu le même principe. Et en fait, ils vont aussi exposer, ça on l'avait évoqué l'autre fois aussi, exposer des parties de leur corps avec de la peau qui est plus perméable aux UV. Puisqu'en fait, selon l'espèce et selon les parties du corps, la peau est plus ou moins perméable ou protège des UVB ou laisse passer les UVB. Donc, juste pour clore le chapitre, vas-y. On avait une question de Arnaud Le Bonnet qui nous suit souvent, qui voulait savoir, peut-on se fier au climatogramme pour les périodes de repos? Donc, est-ce que les études qu'on a vues là, elles sont aussi du coup bonnes pour les périodes de repos de nos animaux ou pas? Bah non, en fait, au final. Ça donne des tendances, on va dire que voilà, si on voit qu'il y a un vrai hiver où les températures chutent, c'est sûr que l'animal doit ressentir une forme de diminution de température. Mais la difficulté, c'est de quelle amplitude. Et ça, c'est compliqué à savoir. Et pour savoir ça, il faut comprendre le comportement de l'animal. Exactement, et c'est à cause de ça que plein de gens ont tué des Morelia spilota en essayant de les faire hiverner en se disant bah voilà, pendant l'hiver il fait 12 degrés, je les fous à 12 degrés dans une boîte comme je le fais avec mon colubridé nord-américain et ça va le faire. Sauf que après les études du Dr Shine, pendant l'hiver ils sont là, donc le soleil il va taper ici, il va chauffer les rochers, même à 12 degrés. Le soleil, s'il y a un rayon de soleil, tes rochers ils montent à 20 degrés, sans problème. Et l'animal il est noir, le spilota il est noir, il va se mettre au soleil au maximum, ou même si c'est voilé, il va s'exposer aux infrarouges, et ensuite il se cache là-dedans. C'est comme les tout ce qui est Simalia boeleni, ça descend très fort la nuit, mais si vous mettez votre Simalia boeleni à 10 degrés, 8 degrés comme ça a été fait à une époque, il meurt. Parce que lui, en fait, même si dans la montagne ça descend, il va être dans un terrier profond, il va vraiment garder la chaleur parce qu'il est noir, donc il a emmagasiné un max de chaleur, il va se lever très serré pour garder sa chaleur, et s'il faut, son corps, même si à l'extérieur il fait 8, à l'extérieur de sa cachette, à l'intérieur, lui, son corps, il va rester à 15 degrés, 18 degrés, sans problème. Et à l'inverse, j'ai eu la chance d'aller une fois sur le terrain en Afrique de l'Ouest, en pleine saison sèche. Tous les varans étaient sous terre, les exanthematicus. Le sol était à 60 degrés, c'était une fournaise. Et donc ils attendent, pendant les mois de la saison sèche, ils font rien, ils sont sous terre et ils attendent que ça passe, ils survivent, c'est ça la nature, c'est survivre. Et en fait, à l'intérieur du terrier, il faisait à peu près 30 degrés, donc une température qu'ils pouvaient supporter, et finalement qu'ils auraient aimé prendre à un autre moment, même à l'extérieur. Mais là, voilà, la saison sèche, c'est tellement chaud que voilà. Et donc en fait, si tu lui dis, il fait 60 degrés, dans un terrain, tu lui donnes aucune retraite et que tu laisses à ça, et en fait, tu le fais mourir. Il se déshydrate et il meurt. Je pense qu'un truc important, c'est de laisser l'animal choisir, quoi. Si on ne sait pas quoi faire, il faut lui offrir différentes options. Et puis c'est ça, c'est surtout aussi, il faut faire confiance à nos animaux. C'est qu'en plus, on est sur des animaux qui ont encore un vrai sens inné en fait de la sorte. Il faut pouvoir leur donner le truc, quoi. Mais c'est l'observation qui prime. Et juste pour finir, est-ce que toutes ces données, toutes ces observations, tous ces graphiques, on peut les herpers peuvent avoir accès à ces choses-là sur le net ou Ouais, alors pas forcément tes données à toi, mais des données comme ça générales. J'ai beaucoup de questions, où est-ce qu'on peut trouver ces données-là? Tous les articles scientifiques en général qui sont référencés, théoriquement, on est capable de les retrouver sur Internet. Alors des fois, il faut payer ou pas, je sais pas exactement. Alors effectivement, souvent c'est dans des revues payantes. Alors moi j'ai la chance d'y avoir accès via mon travail, mais après c'est des données qui sont
Parfois, là, on vous fait un résumé, mais c'est vrai qu'un article scientifique, c'est parfois un petit peu, un peu technique, un peu complexe. Mais oui, bien sûr, tout ça, c'est accessible tout ça, aujourd'hui. c'est accessible. Après, bien sûr, il faut lire l'anglais. Et ça, c'est inconditionnel. Et il faut se poser des questions, il faut être curieux et il faut être un petit peu acharné. Mais les données, elles sont là, malheureusement, pas pour toutes les espèces. Il y a encore énormément de choses qu'on ne sait pas, même beaucoup plus de choses qu'on ne sait pas que de choses qu'on sait. Mais oui, ces données-là sont accessibles, bien sûr. Et aujourd'hui, les gars, en plus, dites-vous bien que vous avez Internet. Nous, à l'époque, ça n'existait pas. Donc, en fait, pour trouver ces trucs-là, ouais, par exemple, pourquoi ça, ceci est une copie. L'original est dans mon coffre-fort. En fait, il m'a été offert par Franck. C'est un truc qui venait vraiment d'Australie. À l'époque où il n'y avait pas Internet, c'était juste impossible que ce truc-là tombe dans mes mains si j'avais pas eu mon mentor Franck qui me l'avait offert. Donc, en fait, c'était des amis. Voilà, c'est une relique. C'est des amis qui t'offraient ça. Et c'était vraiment un truc de dingue. Donc, je sais pas si tu l'as. Non. Bah tiens, je te l'offre. Ça, c'est la copie. Voilà, c'est comme ça, j'aime. Voilà, on se passe le truc. Donc, aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir trouver des choses comme ça sur Internet. À l'époque, il fallait vraiment se creuser, il fallait aller à la bibliothèque du muséum, il fallait, voilà. Et effectivement, c'est vrai que quand on fait des formations, comme Olivier fait des formations, quand tu fais tous tes exposés à Venom World, etc., bah, en fait, il va vous décortiquer tout et vous expliquer et sortir l'essentiel d'un article scientifique. C'est ce que j'essaye de faire un petit peu aussi avec Harvard. Voilà, vulgariser le truc pour vous extraire les informations qui vont vraiment vous intéresser et que vous êtes capable de comprendre. Moi, des fois, je lis des trucs comme ça. Il y a tout un tas de passages qui sont tellement scientifiques, tellement sur des molécules, des trucs chimiques et tout. Bon, pour un terrario, voilà, pour un gars qui n'est pas un scientifique, ça n'a aucun intérêt et c'est même incompréhensible. Par contre, après, il y a plein de données aussi qui sont méga intéressantes et qui aident énormément à s'ouvrir l'esprit et aussi à des fois confirmer ou infirmer des choses qu'on pense ou qu'on a essayé et dire oh ouais c'est vrai il a fait ça, bah ouais bah, je comprends pourquoi maintenant mon Brongersmith il préfère être à 25 ou ma Vipère elle est super bien à 25 et pour rebondir encore parce que là on avait encore un slide à vous montrer par rapport au fait de justement comme Arnaud Le Boniec le disait, qu'est-ce qu'on fait en hiver, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Bah, le fait de savoir ce qui se passe dans la nature, c'est hyper intéressant. Donc là, je vais te laisser expliquer le cas de cette Bitis gabonica en Afrique du Sud. De déjà parler un petit peu de la gabonica. Ouais. C'est une grosse vipère que vous connaissez peut-être tous dans les documentaires et certains qui font des serpents venimeux. Donc je vais te passer la main là-dessus, mais c'est super intéressant, vous allez voir. Ouais, Bitis gabonica, c'est une espèce que je pense la plupart de vous connaissent. Donc vipère du Gabon. Vipère du Gabon, donc qui vit en Afrique, on va dire. Son aire de répartition est très très large et elle est essentiellement centrée sur les zones équatoriales et tropicales d'Afrique. Et donc c'est l'image qu'on a d'un animal un petit peu comme un python curtus, ou du groupe Curtus, donc un animal assez peu mobile, assez trapu, et on pense que c'est un animal chasseur embusqué. Et il se trouve qu'en Afrique du Sud, il y a une petite population qui est un peu séparée des autres, et qui vit dans une région où règne un climat tempéré. Et donc ça m'a un petit peu, un climat régional tempéré, donc ça m'a un petit peu interpellé quand j'ai essayé de comprendre un peu comment vivait cette espèce. Et donc je suis allé farfouiller et j'ai trouvé quelqu'un qui a fait une thèse en fait sur la Bitis gabonica avec du radiopistage, encore une fois. Il a mis des émetteurs radio, il n'y a pas d'autre moyen de toute façon. Bah ouais, il faut savoir ce que fait l'animal. Et donc ce qu'il a montré de manière très simple, c'est que en Afrique du Sud, dans cette partie de l'Afrique du Sud où règne un climat tempéré, en été pour l'Afrique du Sud, c'est-à-dire en hiver chez nous, ça aussi, c'est des choses qui sont intéressantes à comprendre. Oui, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Quand on veut faire vivre dans l'hémisphère nord des animaux de l'hémisphère sud, surtout des animaux qui ne sont pas nés en captivité. Ouais, ça c'était le problématique avec de l'import. Ouais. Parfois, voilà, on peut se retrouver avec d'autres types de problèmes. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. En gros, en été, quand il fait chaud, la Bitis gabonica, elle vit dans la forêt. D'accord Comme beaucoup d'autres, Bitis gabonica. C'est ça, comme la plupart des Bitis gabonica dans le reste de l'aire de répartition, qui vivent dans des climats relativement stables. Donc elle est en milieu forestier. Et alors le truc qui est particulier à cette sous-population de Bitis gabonica d'Afrique du Sud, c'est que en hiver, quand il fait froid, en fait elles migrent, elles quittent la forêt et elles vont se mettre dans des prairies ouvertes comme ça.
et elles vont passer tout l'hiver dans des milieux très ouverts. Et elles vont se déplacer comme ça, entre l'été et l'hiver. En fait, elles ne vivent pas dans le même habitat. En fait, en plein soleil, elles vont être très peu mobiles et surtout, elles vont capter le rayonnement solaire pour se réchauffer. Voilà. Et donc, c'est des animaux qui, contrairement à ce qu'on pense, déjà en Afrique du Sud sont capables de se déplacer, de migrer. Une vraie migration saisonnière. Et donc, comme on le voit ici, donc là, c'est les prairies plutôt ouvertes et les positions des animaux qui sont indiqués par les points rouges qui sont là. Et en été, ils vont gagner les zones plus forestières qui sont en périphérie. Voilà, donc c'est un animal qu'on pourrait penser être assez apathique et sédentaire. Et en fait, quand il n'a pas le choix, eh bien, c'est un animal qui va bouger, voilà, tout simplement. Excellent. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses à savoir. Et le fait que les reptiles soient des animaux plutôt de petite taille, modérée, et qui soient très discrets, c'est pour ça que sans le radio-tracking, sans les scientifiques qui vont sur place, qui mettent des émetteurs et qui suivent les animaux, c'est impossible. Une fois que c'est parti dans les feuilles, déjà tu peux perdre ton serpent dans ta chambre, donc dans la forêt, laisse tomber, quoi. Il part, c'est mort, quoi. Donc en fait, le radio-tracking, c'est la seule solution pour pouvoir suivre un animal sur tout un cycle de saison et tout ça. Donc on va passer aux questions. Ouais, on passe aux questions du coup. Donc on va avoir la question de David Bono qui nous demande, donc il a entendu dire que Spilota en fait nécessitait une réelle hivernation car sans cela elle aurait certaines carences qui lui fragiliseraient les os. Qu'en est-il vraiment? Et quelle est selon vous la meilleure méthode d'hivernation? Donc ça on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et après il nous disait hibernation totale ou partielle avec un éclairage chauffant UV durant 2 ou 3 heures par jour comme le préconisent certains éleveurs. Et jusqu'à quelle température peut-on les baisser sans trop de problèmes? Donc comme je l'ai expliqué, déjà le fait que effectivement il y a un hiver, mais on va pas faire une hibernation. Ça je vous l'ai déjà expliqué. Le fait que les gens disent que ça fragilise les os et que ça fait une carence si on le fait pas, en fait c'est un vieillissement métabolique. Je pense pas que ça fragilise particulièrement les os, mais le fait en fait de les faire vivre trop chaud trop longtemps, en fait c'est ça qu'a dit Garival. Il a dit en fait les gens, la problématique, c'est ils les font vivre trop chaud, trop longtemps, et après l'hiver, trop froid, de manière trop homogène, froid. Donc en fait, la réponse par rapport à ça, c'est exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Des nuits froides, des journées courtes, mais avec une chaleur normale, un spot où il va faire 29-30. Il n'y a pas besoin spécialement d'UV. Je sais que souvent il y a des débats là-dessus, donc en fait la réponse elle est simple, hein. C'est des animaux qui mangent des proies complètes, donc ils n'ont pas spécialement une nourriture ils ont une nourriture complète, qui est équilibrée, donc en fait il n'y a pas de raison qu'ils aient des carences en calcium et qu'ils aient besoin d'UV, puisqu'il y a de la D3 dans les entrailles, etc. Voilà, ça on en a déjà parlé, et que l'UV, effectivement, quand ils se mettent au soleil, ils en prennent, mais c'est pas, ils s'en protègent aussi beaucoup. Donc je pense pas qu'un rayonnement UV important soit vraiment important pour ce genre d'animaux, hein. Le Garival par exemple n'en utilise pas, et il a des spécimens qui à 23 ans, des femelles adultes qui ont 23 ans, qui produisent des pontes viables. Donc oui, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en fait c'est des pitons, c'est ovipares, donc elles pondent des œufs, les femelles. D'ailleurs c'est entre 9 et 54 œufs, donc ça peut faire un maximum d'œufs parce que ça peut être certaines femelles peuvent être très grosses, et en fait elles les couvent. Et donc tout ça pour dire que ce gars-là il a beaucoup de recul, c'est vraiment pas un guignol, et il a des animaux qui ont vécu 18 ans, 20 ans, 23 ans qui reproduisaient encore. Il n'utilise pas d'UV, mais par contre il utilise cette technique avec effectivement des spots radiants, et évidemment sans parler d'UV, mais la lumière les attire, puisque c'est comme les bolénis, c'est la même chose. Comme c'est des thermorégulateurs, ils ont associé lumière et chaleur, donc dès qu'ils voient de la lumière, les bolénis c'est incroyable, dès qu'ils voient un rayon de soleil, ils vont en dessous direct pour se chauffer. Pour eux c'est vraiment une évidence. Donc pour l'hibernation, surtout pas d'hibernation à l'américaine, enfin à la colubridé nord-américain, genre 3 mois dans le garage, voilà. Il faut qu'ils puissent absolument se chauffer. Et ce que j'ai pas dit tout à l'heure, qui est très important avec les pitons diamants, c'est
et avec tous les serpents de toute façon en captivité, et notamment tout ce qui est tropical, etc. C'est énormément de ventilation, pas d'humidité stagnante, voilà, beaucoup de ventilation, un large gradient thermique. Et comme ça, ils perdent pas leur défense immunitaire, ils peuvent se chauffer et l'hiver se passe bien. Du coup, ça me permet de rebondir sur la question de Bastien Roche. Salut Bastien. Salut Bastien. Qui nous demande si une hypercalcémie est-elle possible chez les varans. Parce qu'en fait, lui, dans sa question, il nous disait qu'il avait du mal en fait, à doser un peu son calcium sur ses proies, etc. Et du coup, il se posait la question. Alors, le calcium pur, tu n'auras jamais de problème avec ça. Tu peux en mettre autant que tu en veux. Tout ce qui n'est pas assimilé par l'organisme est rejeté par les voies naturelles. Donc, tu risques pas de lui faire entre guillemets une overdose de calcium. L'hypercalcémie vient quand tu donnes des compléments vitaminés trop souvent. Donc, du calcium plus vitamine D3, etc. trop souvent. Donc, ça, on l'a déjà dit. Voilà. On va prendre plutôt des questions qui concernent Olivier. Ou sur les Moria Spilota. Alors là, sur les Moria Spilota, pour l'instant, j'en ai plus. Tant mieux. J'ai pas mal de questions par rapport à Olivier, du coup. Ah bah vas-y. On avait déjà donc, une question de Colubridé Family qui nous demandait as-tu un projet avec les Trasops Jacksoni au niveau du muséum? Ou à titre personnel, du coup. Moi, j'ai gagné un petit peu la. J'étais, pardon. Alors au niveau du muséum... c'est Max Bachala, donc qu'on salue d'ailleurs. Salut Max. Salut Max. Non, on n'a pas de projet au niveau du muséum sur cette espèce-là, malheureusement, pour des raisons, des basses raisons matérielles, c'est-à-dire qu'au zoo, j'ai des reptiles que dans 3 parties du zoo qui concernent 3 zones géographiques bien déterminées, c'est-à-dire l'Amazonie, Madagascar et l'Europe. Voilà, j'ai pas de vivarium africain, donc je peux pas développer de projet sur des espèces africaines pour l'instant, même si des projets sont en cours de réflexion. Par contre, à titre personnel, tu en as. J'en ai plus. Ah oui? Non, j'en ai plus, mais effectivement, c'est une espèce qui est assez fascinante et qui a aussi un mode de vie assez incroyable. Ouais, avec cette couleur noire ébène, déjà, c'est superbe. Ouais, puis au niveau de la tête, etc., c'est des beaux animaux. Et puis, des animaux très actifs. Très actifs. Moi, j'ai eu la chance d'en voir quand j'étais très jeune parce que Franck, mon mentor, en avait. Et c'était le seul colubridé qu'il avait parce qu'il avait surtout des boïdés en fait et des serpents venimeux. Mais c'était vraiment un animal totalement impressionnant qui est hyper actif, qui a une vue incroyable, qui est super curieux parce que c'est un chasseur en maraude. Ouais. Et c'est un peu comme un mamba en fait, quelque part dans le comportement, j'ai l'impression. Très réactif au mouvement. Voilà, les mambas c'est ça. Surtout les mouvements rapides. Quand on les nourrit. Si vous présentez la souris comme ça, la souris morte décongelée au bout d'une pince face à lui, il va la manger, mais c'est pas le même intérêt. Parfois sans vraiment d'intérêt. Par contre, la même souris, vous la prenez et vous faites des mouvements rapides de gauche à droite, vous avez l'animal qui va tourner la tête dans tous les sens et qui va attraper la souris avec beaucoup plus de punch. Quoi. Ouais. Ah, c'est excellent, c'est un peu des serpents lézards, quoi, des serpents varans, quoi, dans un sens. Hein. Les varans, c'est le même délire. Enfin, je pense que tous les chasseurs en maraude, qu'ils soient serpents ou lézards, dès qu'ils voient un mouvement, ils foncent dessus. Ça fonce direct. On va passer à la question de Marsupilami. Donc salut Marsu, salut Marsu de l'émission, qui nous demande une question personnelle. Quel est ton animal de Guyane préféré? Waouh, le Marsupilami. Alors c'est dur comme question ça, c'est dur parce que finalement on en croise. Alors ton top 5, c'est vrai, ton top 3. C'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que la Guyane, c'est le territoire où il y a super tout. diversifié. Donc c'est vrai que pour notre passion, c'est top comme, après, moi, comme pays. Mais... Ouais, j'ai vraiment pas. Mon boïdé mythique, ce serait Corallus caninus. Yes. Forcément. Que malheureusement, je n'ai jamais vu encore sur le terrain. Mais ça va peut-être changer. Et j'espère que ça va changer. Et après, ouais, il y a des serpents venimeux qui sont sympas. Botrops bilineata, par exemple, qui est un petit vipéridé arboricole super joli. Non, la dernière fois, j'ai vu quoi? J'ai vu Xénodon verneri. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je connais pas. Ça a la même couleur que Botrops bilineata. Ouais. Donc, c'est un peu vert bleuté, moucheté noir avec le ventre un peu jaunâtre. Sauf que c'est un colubridé qui vit au sol, qui a un peu une morphologie d'hétérodon à la louche. Mais qui a exactement la même couleur que ce serpent venimeux. Et ça, c'est un. C'est un mimétisme. Ouais, je pense qu'il joue sur le. Ouais. Après, comme les faux corails. C'est mon interprétation, mais la couleur, on pourrait vraiment s'y tromper, quoi. Ah, excellent. Du coup, on passe à la question de Marc Koenig. Salut Marc. Hey, salut Marc. Salut. Qui nous demande où en sont tes recherches du coup actuellement.
Alors, les recherches, comme souvent avec ce type de recherche, ou avec la recherche en général, en fait, plus on avance, plus on a de questions et moins on a de réponses. C'est un peu comme la terrariophilie. C'est comme la terrariophilie. Quand on pense avoir tout compris, c'est en général là qu'on a tout faux. Il y a un truc qui arrive et... Oui, c'est ça. Et, non, en fait, comme je disais, voilà, c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée. Donc, on a de plus en plus de données qu'on compile. Donc, c'est comme un puzzle qui commence à s'assembler petit à petit. Et donc, actuellement, où est-ce qu'on en est? Donc, sur la zone qu'on étudie depuis 5 ans, on a marqué individuellement avec des puces une quarantaine d'individus. De caïmans, là. De caïmans, hein, je parle de caïmans. Caïmans gris, donc Paleosuchus trigonatus. Sur environ 2 km de criques. Donc les criques, c'est les cours d'eau forestiers qui y a en Guyane. Donc on commence à avoir comme ça un marquage assez étendu. À chaque campagne, on y retourne, on recapture les animaux, on regarde s'ils ont grandi, s'ils ont bougé, etc. Donc on continue d'accumuler des données de comportement et de croissance. Là, on est tombé 2 fois sur un nid. Ah, génial. Au moment de l'éclosion des petits, donc ouais. ça c'est Super, c'est top. Et donc à 2 ans d'intervalle, et le nid était exactement au même endroit. Et là, avec Jérémy, on a une collaboration avec l'université vétérinaire de Vienne qui va nous faire les analyses, avec qui on va faire des analyses génétiques sur les 40 animaux qu'on a échantillonnés, qu'on a capturés, et sur les 2 portées qu'on a capturées. L'idée, ça va être de voir s'il y a un lien de parenté entre tous ces animaux. Si ce nid-là, est-ce qu'elle donne naissance à des jeunes qui sont issus des mêmes parents, ou est-ce que c'est la même mère mais de pères différents, ou est-ce que c'est pas du tout le même couple reproducteur mais qui squattent tous le même coin parce que c'est super Plusieurs intéressant. femelles viennent pondre, parce que ça, les serpents le font. ouais, parce qu'il y a une ressource à cet endroit-là qui fait que tout le monde essaye de pondre ses œufs là Ce qui où peut chez changer les Morelia, tout ça, quand tu vois par exemple sur un poncho tout simplement où tous les animaux ils arrivent au même endroit parce qu'ils ont le même besoin. Ouais, ou pour l'hivernation, pareil, t'as Voilà. les congrégations En de fait, crotales dans les mêmes c'est grottes, ça. ou Ouais. les spilotas, pareil, des fois ils sont plusieurs. Et pour les, intéressant. pour les Morelia, il y a eu des observations dans le milieu naturel qui ont été faites où il y avait plusieurs femelles en train de couver dans le même tronc, par exemple. Ouais, Et, elles ont ce qu'il faut pour. Du coup, ça me fait rebondir sur une question là que je me pose là. Du coup, comme vous avez vu des jeunes et donc des adultes ou subadultes, est-ce que vous avez observé comment vivent les jeunes et comment vivent les adultes? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est différent? Vous avez pu voir ça ou pas? En fait, alors j'ai pas de certitude parce qu'on est encore vraiment au début, mais ce qui semble se dessiner, c'est que les petits, pendant les 2 premières années de leur vie, bougent pas trop, restent à quelques dizaines, centaines de mètres de là où ils sont nés. C'est ça. Excellent. Les gros individus, alors quand je dis gros, c'est pas une grosse espèce, mais en tout cas les individus adultes, sont en général, on les observe toujours plus ou moins au même endroit. Par contre, les tailles intermédiaires, en fait, c'est des animaux quand on les marque une année, on les retrouve en général plus. Donc, alors, c'est peut-être qu'ils sont morts, ou on pense, et ça c'est Jérémy qui a fait pendant son suivi de 3 mois la première année où on a lancé cette étude, où on s'est aperçu que des animaux de taille subadulte, en fait, en 3 mois, s'étaient déplacés de 2 km. C'est-à-dire qu'ils remontent le courant, certainement pour chercher un endroit plus propice, et pour s'établir. Ouais, Une peut-être fois ça, adulte, parce que voilà, il y a peut-être une concurrence entre les adultes et voilà. se dire, comme avec les lions, je grandis et à une certaine taille, l'autre il va me fracasser si je me barre pas, quoi. Il faut que C'est je ça. trouve un autre territoire à conquérir. C'est ça. Donc on pense qu'il y a, 3 stades. en fonction de l'âge, des cohortes plutôt, en tout cas des animaux plutôt sédentaires ou des animaux plutôt mobiles. Et en termes d'habitat, justement, de micro-habitat, les jeunes, est-ce qu'ils vivent autant de manière terrestre que les adultes dans des trous et tout Ouais. ça? C'est la même chose? Alors ils sont terrestres mais très aquatiques, c'est-à-dire qu'ils vont toujours se planquer dans des trous qui sont inondés ou qui sont sur les berges. Ils sont... Ah ouais, donc en fait, ils sont vraiment beaucoup plus proches de l'eau. Ouais. Peut-être par rapport à leur alimentation, peut-être? C'est difficile à dire. Est-ce qu'il n'y a pas un lien aussi d'échappatoire en fait, de se dire je prends l'eau si jamais il y a un. Non. Ou de thermorégulation, vu qu'ils ont Thermo- une masse plus petite. Ça peut être on peut chercher toute la nuit. Ouais, Non, mais vrai c'est qu'on super a plein intéressant. d'hypothèses. Justement, Et c'est comme je super vous disais, on a toujours plus de questions que de réponses et c'est ça qui est génial. Et c'est ça qui nous pousse à continuer à aller bosser dans la forêt, dans des environnements qui sont parfois un peu rudes, quoi. Ouais. Mais, parce que
parfois ça arrive au milieu de la mission de se dire putain, qu'est-ce que je fais là quoi. J'en ai plein le cul de la forêt. Mais en La fait, forêt tropicale, ça craint comme dans South Park. Allez, putain, moi, où sont les bulldozers? mais en fait, non, en fait, c'est vraiment génial de bosser dans cet environnement-là, quoi. Tu Même si m'étonnes. c'est dur, quoi. Est-ce que je sais que il y avait une étude que vous aviez faite en ponctionnant du sang pour avoir de l'ADN, pour en fait un procédé qui vous permettait de savoir ce qu'ils mangeaient grâce à l'ADN. Ouais, alors c'était pas grâce à l'ADN, c'était. Oui, alors je m'exprime un peu. Ouais, non, mais en fait, c'est. Sans être trop technique, en fait, c'est des composés qu'on dose dans le sang ou dans les muscles ou dans la graisse, qu'on appelle des isotopes stables, D'accord. du carbone et de l'azote, si vous voulez vraiment tout savoir. On veut tout savoir. Et en gros, si j'ai une banane, par exemple, c'est une banane, elle a une certaine quantité de carbone et d'azote isotopique, d'accord, dans une certaine proportion. Et si je ne me nourris que de bananes, si on me prélève du sang et qu'on dose le carbone et l'azote isotopique, je vais avoir la même valeur que la banane. Et donc, C'était super ouf. si personne m'a vu manger de banane, on me fait une prise de sang, on regarde les isotopes, on prend des échantillons de Big Mac, de Mars et de bananes, eh bien on va voir que j'ai la même valeur que la banane, ça veut dire qu'en fait j'ai mangé que... Ah, mais c'est toi qui me pique toutes mes bananes. C'est ça. Voilà, et dans la nature c'est pareil, c'est-à-dire qu'on peut, à Ça, c'est partir, génial. en faisant un prélèvement sur un animal, et en faisant des prélèvements sur toutes ses proies ou ses Ouais, alimentations tout- potentielles, Possible, ouais. arriver à se dire, ok, parce que l'animal aura des valeurs proches de ce qu'il mange principalement. Alors ça ne veut pas dire qu'on aura une vision fine de ce qu'il a mangé, mais on saura s'il mange plutôt des amphibiens, ou plutôt des poissons, ou plutôt des insectes, etc. Ah, c'était fort, ça, parce qu'à l'époque, bon, les biologistes comme toi, sur le terrain, ils faisaient ce qu'on appelle des contenus stomacaux, c'est-à-dire qu'en fait, ils attrapaient des animaux et ils regardaient soit des animaux morts, soit des animaux vivants, et on regardait le contenu, ils regardaient le contenu de l'estomac. C'est ça. En les faisant régurgiter, en faisant un lavage d'estomac, en fait, et on s'apercevait de qu'est-ce qu'il y a comme reste, et aussi sur les spécimens morts, autopsie, on regardait ce qu'il y avait dedans, quoi. Enfin, ils regardaient ce qu'il y avait dedans, parce que moi je l'ai jamais fait. Et donc là, c'est un moyen encore plus pointu, on va dire, C'est ça, et moins moins, invasif. et moins invasif pour les animaux Ouais, de c'est savoir ça, ce qu'ils surtout, mangent. ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils mangent? Ah merde, le Des piège. bananes. Des bananes. Putain, j'ai Je vous con. le dis. C'est facile à nourrir les caïmans au final. C'est ça. Alors là, en fait, cette étude-là qu'on a fait sur le régime alimentaire, c'était pas sur le caïman gris, Ah non, c'était sur ouais, le caïman noir, c'était sur ouais, une c'est autre ça, ouais. espèce. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que les petits mangent plutôt des amphibiens et des insectes. Et les adultes ont des régimes alimentaires qui varient en fonction des saisons, puisque à Ah oui, l'endroit c'est où, hyper saisonnier. où on les étudie, en fait, où on les a étudiés, il y a une héronnière d'une espèce de héron qui vient nicher là à certaines périodes de l'année. Et donc en fonction de la période de l'année, il y a des périodes quand les hérons viennent nicher, en fait Ils tous mangent les des caïmans bébés viennent hérons, là et ils mangent les hérons qui tombent dans l'eau, ou ils vont les chercher, puisque j'ai observé un caïman noir grimper à un arbre pour attraper un héron. Ah ouais, la vache. Ouais. Ah, mais à quelle hauteur? À 2 mètres à peu près. Oh la Ouais. vache. Putain, pourtant c'est énorme en plus un caïman noir. Ouais, alors là, parce que- celui-là il était pas très gros, il faisait 2 mètres quoi. quelque chose Mais comme il a ça. réussi quand même à Et en grimper. fait, il a pris appui sur le tronc, il s'est propulsé en l'air, il a attrapé la patte du héron et il est retombé avec dans l'eau. Oh la vache. C'est fini. Vous voyez, c'est Ouais. classe d'avoir des gens qui vivent des moments comme ça et qui peuvent Et qui venir les à partagent. Airpower de les partager avec vous. Carrément. Et là où vous avez Excellent. l'angoisse, c'est quand vous êtes vous-même sur votre barque, parce que là vous êtes sur l'eau au milieu des caïmans noirs et que votre barque elle est à 20 cm au-dessus du niveau de l'eau. Bon, en fait, ils peuvent sauter dans la barque à peu près quand Ouais, ils quand veulent. tu venir y faire vas, des ouais. câlins. Bon, heureusement, tu ressens pas un héron, donc Non, ça va. au pire, c'est bien quoi. Bon, génial. Du coup, Ensuite. ça nous permet de passer à la question de Baptiste Capel. Donc, salut Baptiste. Ah ouais, salut Salut, Baptiste. Qui voulait savoir, du coup, quelle est la taille d'un terrarium ou d'un enclos ou de tout ce qu'on veut pour un Paléosuchus, justement. Trigonatus ou Palpebrosus. Palpebrosus. Bah là, récemment, j'ai eu la chance d'aller faire un tournage chez Mike Reptile Park. On salue Salut, Mike. bien. Bientôt, on va vous poser une super vidéo qu'on a tournée chez Mike justement sur les crocodiliens. Donc, il a un grand enclos puisqu'il a 3 espèces de crocodiliens qui sont les Paléosuchus palpebrosus, Osteolemus tetraspis qu'il a reproduit d'ailleurs cette année pour la première fois, et des alligators du Mississippi. Donc l'enclos des caïmans il fait je pense une
bonne 7 ou 10 mètres de long. Il y a par quand même- 10. il y a de la place. Il y a une belle place et surtout ce qui est important, et ça recoupe ce que dit Olivier, c'est que la partie aquatique plutôt la partie terrestre est aussi importante que la partie aquatique. Très souvent quand on pense aux crocodiliens, on se dit qu'il faut faire une grande partie aquatique et une petite partie terrestre. Lui c'est 50-50, middle comme il dit. Et en fait, très souvent le mâle est sous la plage en bois sur terre, les femelles la journée sont dans l'eau parfois. En fin de journée, elles viennent s'ensoleiller, en fait elles changent et c'est la nuit que le mâle sort et qu'il défend son territoire et qu'il est plutôt dans l'eau, etc. Donc en fonction des moments de la journée, il ne fait pas la même chose, mais Après, c'est pareil, Baptiste patiente un peu parce que la vidéo te permettra aussi de visuellement voir comment ils sont maintenus et du coup de te donner aussi un avis. voilà. Après, par rapport à ça. pour un adulte, il faut donner de la place, effectivement. Faut avoir une bonne filtration au niveau du bassin parce que bon, c'est des animaux qui salissent quand même. Mais quand ils sont petits, par contre, ça s'élève très bien dans des grandes cuves avec une partie aquatique. Turtle Tub. Un turtle tub par exemple et tout. C'est là-dedans qu'est le bébé Osteolemus de Mike par exemple. Vous en avez aussi Tube. Il y a Turtle Tub, ça fait bien. Ouais, c'est Docteur Turtle Tub. Et vous en avez d'ailleurs des caïmans Ouais, des Paleosuchus palpebrosus. les palpebrosus. Ouais. Donc, et quelle taille il fait votre enclos? Alors, je vais vous dire une bêtise, mais en surface au sol, avec la partie aquatique et la partie terrestre, il doit faire peut-être 40 mètres carrés, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins. Mais en fait, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir fournir aux animaux les gradients qui leur permettent de choisir, de s'isoler s'ils en ont envie, de ne pas être toujours confrontés les uns aux autres et d'être en lutte pour avoir l'accès au seul point chaud ou à la nourriture et d'éviter qu'ils se bagarrent, etc. Donc c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas de taille maximale, mais il y a une taille minimale qui permet aux animaux effectivement de pouvoir Pour être bien. être bien et d'avoir chacun leur petit coin tranquille, quoi. Après, c'est sûr, si tu as un seul spécimen, c'est plus simple à gérer. Ouais, bien sûr. Dans une taille de pièce, à peu près, je me rappelle à l'époque chez Mike, ils avaient une pièce, ça devait faire dans les 30, 20 ou 30 mètres carrés, quelque chose comme ça. Donc Baptiste, il faut de la place. On peut dire ça. À terme, oui. Mais d'un autre côté, je vous dis, en Guyane, sur le Trigonatus, cette fois, pas le Succus trigonatus, un mâle qu'on connaît bien, on lui a pas donné de prénom encore, on va peut-être l'appeler Nico. Ah bah, appelle le Nico, merde. Et, encore. et lui, en fait, on le trouve toujours au même endroit, dans une flaque qui doit faire 5 mètres par 5 mètres, à côté dans un bras mort de crique. Et quand il n'est pas dans sa flaque, il est dans un trou sous la terre dans lequel on peut à peine rentrer. Et en fait, sa vie, c'est entre la flaque et son trou. C'est à peu près là qu'on le trouve toujours. Bah, il y a quand même beaucoup de reptiles qui ont des périmètres assez restreints au final. Là, c'était la même pour les pitons diamants au niveau des études que Richard Shine a fait. Ouais, et puis ils ont toujours aussi la pression de tomber sur un potentiel prédateur. Voilà, Donc une fois qu'ils ont un territoire qui est assez sécure et que du coup ils savent qu'il y a très peu de chances qu'ils aient un problème, je pense que ça permet aussi de... Tout à fait, c'est des Ça les animaux. rassure. Et puis c'est des animaux ectothermes. Leur boulot dans la vie, c'est de gaspiller le minimum d'énergie. Hein. Le truc, c'est quand ils peuvent avoir de la nourriture facilement, accès à de la chaleur comme il faut facilement, accès à tout ce dont ils ont besoin facilement, ils vont pas aller faire 10 km pour chercher une proie, ils prennent. Donc c'est pour ça que souvent en captivité, on se dit que finalement leur donner plein d'espace, après ça dépend des espèces bien sûr, mais c'est forcément quelque chose de bien. Mais quand tu les observes et en faisant le parallèle avec des animaux dans la nature qui ont été bien observés avec des émetteurs et tout ça, tu t'aperçois que finalement, tel crotal, dans une année, il fait 200 mètres, tel caïman, il reste dans une flaque, et voilà. Donc en fait, en captivité, faut simplement leur donner ce dont ils ont besoin, et pas forcément... le plus est parfois l'ennemi du bien, c'est ce qu'on a dit, pas trop d'UV, pas trop de chaleur, pas trop de place, voilà. À vous d'observer aussi et d'adapter, hein. Si on voit que l'animal a plus besoin, c'est très difficile de définir. C'est sûr. Mais au final, moi je le vois des fois,
je lâche mon varan dans mon appartement, en fait. Quand il y a du soleil, l'été et tout, en fait, ça lui fait un terrarium géant, en fait. Et au final, il passe beaucoup de temps à chauffer sur des points chauds au soleil, des spots de fenêtres. En fait, il a à peu près la même vie que dans son terrarium. Il passe pas 50 ans et pendant 10 minutes, il arpente un peu pour chercher, pour regarder. Il est curieux. Voilà, il est curieux et tout, mais après, voilà. Et donc, en fait, dans la nature, là où ils vont commencer à faire des kilomètres, c'est pour, et c'est le cas du python diamant et de certains varans et tout, c'est pour aller chercher des femelles, pour se reproduire. Pour les animaux qui sont plutôt dans des zones arides où c'est difficile de trouver de la nourriture, les varans qui sont dans ces zones-là, ils vont faire beaucoup. De toute façon, on le remarque même avec les grands herbivores. Voilà, qui migrent sur des distances folles pour justement aller chercher à manger ou pour aller faire naître leur petits. Et là, c'est des mammifères, donc ils ont plus besoin de consommer. Alors que là, on est sur des ectothermes. Eux, ils arrivent à faire des distances petits, ils font énorme avec un petit peu de nourriture. Donc c'est vrai que en fonction des biotopes, les varans qui sont dans des zones tropicales où il y a beaucoup de nourriture à proximité, ils n'ont pas un très très grand territoire. Dans les études faites sur le terrain sur les varans, c'est les varans qui sont dans des zones arides qui sont obligés de vraiment se casser le bonnet pour aller chercher de la nourriture, qui font des grandes distances. Bah, je pense qu'on va pouvoir gagner on va pouvoir passer au gagnant de notre concours. Ça y est, c'est déjà l'heure. C'est l'heure depuis. Ah bah c'est dépassé, c'est vrai que c'est passionnant, on pourrait rester, on pourrait rester des heures à écouter Olivier et tout. Ensemble. En fait, en tout cas, vous avez vraiment de la chance. Je tiens à remercier encore chaleureusement Olivier d'être venu. C'est toujours mortel de l'avoir avec nous. Merci. Tellement de choses à dire. Et donc on passe au gagnant du concours de Airport. Donc, alors qui a gagné des zoobooks? Par Zoo Exotique. Alors qui a gagné des zoobooks? Alors quel est le détail des gagnants du zoobook, Nico? Bah je sais pas, c'est toi qui gères le concours. Donc les gagnants du zoobook, vous allez recevoir en fait des crédits qui vont vous permettre donc d'inscrire vos animaux sur l'application Zoobook. Et je reprends mes feuilles que j'ai perdues. Et donc les gagnants. On a perdu les gars. On a perdu les gagnants, les gars. Alors, les gagnants du Zoobook les gagnants, ce soir, donc sont Delphine et Frédéric Philippe. Donc, Delphine qu'on et voit Frédéric régulièrement Philippe. à la boutique. Donc, merci d'avoir partagé ce Merci teaser. d'avoir partagé. En deuxième, on aura Benoît Lejeune. Donc, bravo Benoît. Et après, on aura Alexis Cessini, du coup, qui sera le dernier gagnant pour le Zoobook. Bravo, yeah. Pour Zootrack, donc du coup, vous allez pouvoir avoir un accès à Zootrack et faire votre suivi d'élevage. Là, les gagnants sont Marsupilami, du coup. Bravo Marsupilami, yeah, tu vas pouvoir faire des super fiches de suivi pour tes colubridés. Exactement. Après, on aura Kader Maklouf. Donc bravo Kader. Bravo Kader, pour faire le suivi de ton boa constrictor. Donc Marsu et Kader qui sont des habitués. Des aficionados. Des aficionados de l'émission, donc qui ont bien partagé le teaser. Et en dernier, on aura Philou. Bravo Philou. Bravo Philou, yeah. Donc ils sont tous nos gagnants du mois sur ce concours Airworld. Génial. Et donc, on vous dit un grand merci d'avoir regardé l'émission. Merci Merci à à vous tous. Olivier. On vous donne rendez-vous le mois prochain Et aussi, avec le un mois collègue et ami suivant. qui sera Remixas, qui nous fait Remixas de Venom World, qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir participer pour la première fois à cette émission. Donc voilà, c'est un petit monde, on est tous une bande de potes et c'est cool. Donc il va venir et franchement suivez l'émission parce que pareil, c'est un monsieur qui a plein de choses à dire et qui a une grande expérience et un grand background. Donc voilà, on vous dit au mois prochain. J'en profite pour vous dire qu'on a, ça y est, on a bloqué les dates, on a officialisé, it's official, it's out, that's the release des 3 événements rectilignes, le Lizard Day, le Boïdé, le Colubridé et le Boïdé, LCB. C'est ça, exactement. Le mouvement LCB. Et donc voilà, ça sera donc en septembre, en octobre et en novembre. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à venir partager ces week-ends avec nous. On va mettre tout ça sur les réseaux, comme ça vous pourrez suivre et on fera un super événement dans notre genre, comme d'habitude. Voilà. Et en attendant, on vous dit quoi? Bah, à bientôt. Bonne soirée. Bon appétit. Quoi? Excellent. Putain, il a derrière moi. Allez, c'est bon, c'est parti. Allez, on se casse. Et surtout, Salut les Airport. n'oubliez pas de laver vos mains. Ouais, achetez-nous du gel, on en a plein.